sommes très très heureux de vous accueillir dans cette salle de Sultanie. Comme vous le savez, c'est dans le cadre du début de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Cette activité est organisée par actualité.cd en collaboration avec Internews. Internews, comme vous le savez, c'est cette ONG internationale qui fait dans la promotion de liberté de la presse, mais aussi dans l'accompagnement des organisations de la société civile. Et les Desk Femmes d'actualité.cd marquent donc ces débuts de la campagne des 16 jours d'activisme avec cette activité, les News Forums, qui est une activité qui nous permet justement d'interagir avec vous et d'aller au-delà de l'actualité, parce que souvent, on reste sur du factuel, on reste sur l'information et on passe. Et parfois, c'est important de rester, d'échanger, de partager pour essayer d'aller au-delà. Et donc, c'est un événement international, comme vous le savez, le 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, qui commence aujourd'hui, donc le 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et qui va se poursuivre jusqu'au 10 décembre, date de la journée des droits humains. Et donc, je suis très très heureux d'être là avec vous, en tant que journaliste, bien entendu, mais aussi en tant que mari, en tant que également papa de 3 filles. Et donc, c'est une question qui me concerne également. Et comme on dit, jamais sans la femme et la femme jamais sans l'homme. Et donc on va animer et co-animer cette activité avec Prisca Locale, qui est en fait la responsable du desk femmes d'actualité.cd, qui va évidemment partager cette table avec moi. Aujourd'hui, donc, dans le cadre de cette activité, nous avons l'immense plaisir de pouvoir compter sur d'éminentes personnalités qui sont avec nous dans cette salle. Dans le cadre de la réduction de la violence basée sur le genre, nous allons donc essayer de dresser ce qu'on appelle le progrès, mais aussi les défis, ce qu'il nous reste à faire par rapport à cette grande problématique. Et l'objectif pour cette journée, c'est d'analyser les progrès réalisés en RDC dans la réduction de la violence basée sur le genre, mais aussi s'interroger sur les défis. Et par rapport à ça, nous avons l'immense plaisir de recevoir ici une grande dame qui a été également dans le secteur privé, qui a œuvré dans la politique et qui a touché quasiment ce qu'on peut considérer comme cime en termes de carrière politique, carrière dans le secteur bancaire, conseillère au cabinet du gouverneur de la Banque centrale du Congo, administratrice déléguée générale du Fonds de promotion de l'industrie, ministre du portefeuille de l'État, présidente de l'Assemblée nationale et ancienne, comme je l'avais dit, ancienne conseillère spéciale du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles. Je vous prie d'accueillir Madame Janine Mabunda. Je vous en prie, Madame. Et à côté de Madame Mabunda, nous avons l'immense plaisir également d'accueillir une députée nationale élue à la circonscription de la Funa, travail parlementaire très remarquable, ancienne présidente de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, actuelle présidente de la Commission genre de l'Assemblée nationale et présidente du réseau des parlementaires abolitionnistes. Et je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Madame Vwanga. Et aujourd'hui, nous allons célébrer également les combats de femmes qui aujourd'hui font partie de modèles, ceux qui ont pu surmonter ces violences. Nous avons dans cette salle une journaliste qui a travaillé pour les médias nationaux, mais aussi pour les médias internationaux. Courageuse jeune dame, survivante de violences faites aux femmes. Elle est sur tout le front à Kinshasa et ailleurs. Elle a créé Ma Voisine, qui est une structure qui l'accompagne dans cette lutte, Madame Emmanuela Zandi, dans cette salle. Et pour commencer cette activité, nous allons commencer par Madame Janine Mabunda avec une question assez simple, parce que généralement, on est dans le concept, on est dans des grandes phrases, on est dans des grandes considérations, mais finalement, quand on parle de violence basée sur le genre, on parle de quoi? Ça sera donc la grande question avec laquelle on va commencer cette activité d'une heure, et ce sera cette question qui va être déclinée en plusieurs autres sous-questions sur les grands défis, sur les enjeux, mais aussi sur ce qui est ce qu'on peut considérer comme notre responsabilité dans cette grande problématique. Donc, pour commencer, Madame Janine Mabunda, première question pour vous, avant que Madame Prisca ne prenne la parole.
quand on parle de violence basée sur le genre, on parle de quoi? Je voudrais d'abord remercier, en fait votre organisation, Actualité et News, pour nous avoir tous les trois invités à lancer la campagne de 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et je pense que c'est une conversation importante et qu'on va maintenir un engagement collectif. Alors oui, bien sûr, je vais répondre à la question, mais je voudrais aussi honorer ici l'honorable Christelle Bouanga, qui représente la nouvelle génération et qui se bat pour les droits humains et les droits de la femme, ainsi que notre consoeur ici présente, qui a au moins la chance du vécu de terrain. Et je pense que c'est important d'avoir cette nouvelle génération. C'est bien de me présenter avec tous mes titres, etc. Mais nous voulons que ce combat soit le combat de la modernité des femmes, de la modernité des jeunes femmes du Congo d'aujourd'hui. Et donc, modestement, je vais prendre la parole avant elle, mais l'ambition et l'enjeu, c'est que ce Congo d'aujourd'hui et ce Congo demain soit pour elle plus que pour nous. Voilà. Le thème aujourd'hui, effectivement, c'est mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Et même si on en parle aujourd'hui au Congo, c'est un sujet international, il faut quand même rappeler aussi que ce n'est pas une caractéristique ou une particularité congolaise. Partout dans le monde, quotidiennement, les femmes sont sujettes à cette violence basée sur le genre. Et avec le confinement et la pandémie du Covid-19, il y a même une résurgence, une augmentation. Alors, bien sûr, on va en parler et je pense qu'on voudrait un échange pratique, sincère, basé sur nos modestes expériences, avec un hommage particulier évidemment à toutes les ONG qui ont mené ce combat et particulièrement nos sœurs de l'Est, qui ont été pionnières et qui ont été à la ligne de front sur ce problème. Et puis, la nouvelle génération qui continue, comme je l'ai dit. Alors, la définition, qu'est-ce qu'on veut dire par violence basée sur le genre? Alors, quelle est la différence aussi entre violence basée sur le genre et violence sexuelle? Et y a-t-il des textes de loi, des règles, des sanctions? Alors, au niveau international, on a une définition de la violence basée sur le genre. On doit se référer à la résolution 48-104 du 20 décembre 1993 de l'Assemblée générale de l'ONU, qui définit les violences basées sur le genre comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Alors ici au Congo, on assimile souvent, parce que notre vécu nous conditionne, violence basée sur le genre et violence sexuelle. Violences sexuelles, elles sont en fait catégorisées, ce n'est qu'une partie des violences basées sur le genre, et elles sont définies par la loi du 20 juillet 2006 en RDC. Et donc il y a ces deux catégories de violences basées sur le genre. Il y a les violences sexuelles, où on vise le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution d'enfants, le harcèlement sexuel, l'incitation des mineurs à la débauche, et puis toutes les autres formes de violence qu'on appelle violence basée sur le genre, qui est la catégorie, je dirais, générique, et qui affecte particulièrement les filles et les femmes, et qui se manifeste par différentes formes d'abus non sexuels, qui vont des violences domestiques, physiques ou émotionnelles, aux violences socioculturelles, aux violences professionnelles, institutionnelles, et liées à la coutume ou aux autres. Alors, on peut en parler en termes de loi. Moi, je donnerai juste quelques exemples, et puis je préférerais que mes estimés co-panélistes puissent reprendre la parole et conclure peut-être après. Quand on dit violence basée sur le genre, et qu'on vous cite des textes de loi, vous dites oui, bon, ça c'est du français, ce sont des technocrates, c'est du droit, nous on n'y comprend rien. Alors, dans la réalité de tous les jours, c'est quoi les violences basées sur le genre? Les violences basées sur le genre, c'est le visage de la pauvre Yvonne Ifete, mère de famille, cette mère de famille dont vous avez entendu l'histoire, qui a été tuée de façon horrible par son chauffeur. Que ce soit un crime passionnel ou un crime crapuleux, mais il y en a encore qui pensent, en RDC ou ailleurs, que la vie d'une femme ne vaut rien et que si un homme est contrarié par cette femme, il peut la tuer. Violence basée sur le genre. On peut se rappeler aussi de certaines situations, dans certains espaces publics ou politiques. Je prendrai un exemple international. En Europe, dernièrement, on a parlé du Sofagate. En voyage officiel en Turquie, la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen, s'est retrouvée dans une réunion de travail avec le président turc Erdogan et son collègue de l'Union européenne
le président du Conseil européen, Charles Michel. Il y avait dans la pièce, ils étaient 3 personnes, mais il n'y avait que 2 sièges. Que s'est-il passé? Les 2 messieurs se sont assis sur le siège. Et elle, présidente de l'Union européenne, s'est retrouvée debout, un peu gênée, pensant qu'un des hommes allait lui céder le siège parce que protocolairement, je pense qu'elle est plus presséante que son autre collègue de l'Union européenne, du Conseil européen. Mais aucun des hommes n'a fait ça, ça l'a profondément choquée parce que ça méconnaissait son rang, son grade et sa seniorité. Et elle a dénoncé ça. Voilà un visage de la violence basée sur le genre dans un autre pays que le nôtre. On peut aussi se rappeler que dernièrement, dans certains espaces publics, c'est une femme qui avait décidé de dénoncer une taxe qui gêne les Congolais. Et dans son exposé, elle s'était exprimée d'une certaine façon. La façon dont elle s'était exprimée avait heurté son auditoire, essentiellement masculin, et on a vu tous les hommes se dresser et encercler la tribune où cette femme parlait. Voilà le visage ordinaire de la violence basée sur le genre. Mais dans ce cas-là, heureusement, elle a été défendue par le modérateur qui était un homme, pour qu'on respecte sa prise de parole. On peut aussi parler tout simplement de ce qu'on appelle les points sexuellement transmissibles, dont on entend parler dans certaines situations où les élèves, femmes en général, jeunes femmes, doivent présenter des examens et accéder à des points. Enfin, on peut donner un exemple de l'intérieur. Au Maniema, il y a quelques années, il y avait un gouvernement provincial qui avait reçu des voitures de fonction. Évidemment, le nombre était insuffisant. Il n'y avait qu'une seule femme dans ce gouvernement. C'est bien sûr la femme qui a été privée de véhicule. Elle a commis l'erreur de s'en plaindre et elle a subi la foudre et les menaces de l'équipe essentiellement masculine qui était en place. Voilà brièvement le visage ordinaire de la violence basée sur le genre. Et cela nous interpelle. Et je pense qu'il serait intéressant que les 2 autres copanélistes puissent intervenir. Et je reviendrai peut-être sur les questions de la limite de la loi, sur l'état des lieux des violences basées sur le genre et peut-être sur quelques recommandations. Je vous remercie. Merci beaucoup. On voit très bien que les violences basées sur les genres peuvent prendre plusieurs visages et ce n'est pas simplement des violences sexuelles comme on a l'habitude de les dire en RDC malheureusement. Et pour dire que c'est une question qui ne concerne pas que la femme, c'est une question qui concerne la société. On co-présente cette émission avec Madame Priska et la prochaine question, c'est elle qui va la poser. Elle sera donc destinée à l'honorable Christelle Wanga. Merci. Honorable Christelle Wanga, il y a de cela 5 mois maintenant, depuis que la campagne Tolérance Zéro immédiate a été lancée ici en RDC. C'est une grande campagne contre les crimes, les violences sexuelles et basées sur le genre. Et on voudrait savoir, au niveau du Parlement, vous êtes à la tête de la commission genre. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir contribuer à cette campagne? Merci, merci Madame Christa. Je répondrai à votre question. Je vais commencer par saluer l'auditoire, en même temps Madame Mabunda et Emmanuela. C'est un honneur pour moi de partager ce panel avec Madame Mabunda. C'est que je pense d'elle, elle le sait. Et également pour Emmanuela. Alors, si j'étais à l'Assemblée nationale, certainement j'allais dire sans objet. Je me demande si Madame Mabunda a jeté un coup d'œil sur une note. Mais elle a pratiquement épuisé mon exposé. J'ai trouvé ça, j'étais en train de rire quand elle parlait, parce que c'est tout à fait ce que j'allais dire. Mais bon, comme elles nous ont quand même bien formés, on va essayer de ne pas sécher. Alors, tout à fait. Merci beaucoup, madame. Alors, je voudrais ajouter quelques éléments sur l'exposé de Madame Mabunda, et ensuite je parlerai de la politique, de la vision de la commission du genre de l'Assemblée nationale. Alors, Madame Mabunda a si bien défini les DDG en général, mais j'aimerais quand même marteler sur la question faite par Passion Lugodi sur la différence quand même entre les sexes et le genre. Certes, le sexe c'est biologique, donc il y a le sexe féminin et les sexes masculins, mais les genres, ce sont des constructions sociales, des différences sociales. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, que la question du genre est une question des femmes, non, faux et archi-faux.
les gens, c'est la femme, c'est aussi l'homme, mais également aujourd'hui avec la définition qui s'élargit, dans le genre, on compte aussi la communauté LGBT par exemple, on peut compter aussi les enfants. Par exemple, lorsqu'on refuse à un pygmée, à un autochtone, un poste, du fait qu'il soit autochtone, c'est une violence basée sur le genre. Lorsqu'on refuse un poste à un drépanocytaire par rapport à sa morphologie, c'est également une violence basée sur le genre. Mais évidemment, on parle plus à l'égard des femmes parce que les violences faites aux femmes comprennent aussi les violences sexuelles et les viols. C'est ce qui fait qu'on en parle beaucoup. Alors, il y a des causes, et Madame l'a si bien dit, il y a des causes culturelles, il y a la tradition, il y a l'éducation, et c'est là où on martèle le plus, c'est l'éducation. Pourquoi on parle de l'éducation? C'est dès les bas âges qu'on apprend aux enfants, qu'on apprend aux filles d'être les princesses et on apprend aux garçons d'être les héros. Et lorsque même les parents, nous achetons des jouets pour les enfants, regardez les jouets qu'on offre aux filles et les jouets qu'on offre aux enfants, aux garçons. Et c'est cet ensemble des considérations, d'actions qui créent un environnement, une société où règnent des violences basées sur le genre. Et dans notre coutume, vous le savez, il y a même des interdits où on dit la femme ne fait pas ça, sans raison valable, la femme ne peut pas manger telle chair, la femme ne peut pas toucher à tel objet, sans raison valable, et même dans la religion, dans toutes les religions, s'il y a des restrictions, lorsque vous observez bien, c'est toujours par rapport à la femme. La femme doit se couvrir telle partie du corps. Lorsqu'on essaie d'expliquer, on parle de la chevelure, mais vous allez remarquer qu'il y a peut-être des hommes qui ont également de longs cheveux, mais eux n'ont pas le droit de couvrir la tête. C'est un peu bizarre, mais voilà, ce sont les fondamentaux des violations basées sur le genre dans la société. Alors il y a trois catégories des violences. Il y a les violences économiques, lorsqu'on utilise les enfants dans les mines, pour qu'ils aillent chercher un petit rien pour la famille, ce sont des violences basées sur le genre économique. Lorsqu'il y a une veuve, on lui dit, après le décès de votre mari, vous devez rester 3 mois assise sans bouger, sans aller au marché pour vendre, c'est une violation économique. Il y a également des violations psychologiques ou mentales. Et là, c'est là où on retrouve le harcèlement, par exemple, des femmes. Et ce matin, je disais que les femmes ne sont pas des objets de la rue à qui on insulte ou on siffle. Et ce sont ces harcèlements qui peuvent constituer des violations psychologiques à l'égard des femmes. Et je n'oublie pas les insultes. Nous savons tous que dans nos communautés, s'il y a une insulte qui est la plus célèbre et la plus facile à prononcer, c'est celle qui se rapporte au corps de la femme. Et même les frères d'une même famille ne se gênent pas à insulter leurs frères, tout en sachant qu'ils insultent par ricochet leur mère. Mais ils le font quand même parce que c'est une violence basée sur le genre dans le milieu communautaire. Et c'est une violence psychologique. Ensuite, il y a les violences physiques. C'est là où on retrouve les violences sexuelles, les coups et blessures, les violences conjugales, etc. Alors, moi, j'ai dit pour ces 16 jours d'activisme, nous allons porter les lunettes du genre. Nous allons regarder le monde avec les lunettes du genre. C'est en ce moment-là que nous allons comprendre l'objet de nos revendications. Il y a plusieurs exemples qui ont été donnés par Mme Mabunda, l'exemple de Mme Yvonne, qui a été tuée et enterrée dans sa cour par son chauffeur. Mais curieusement, quelques jours après, le débat avait changé. Ce n'était plus une femme qui avait été tuée et enterrée, mais c'était soi-disant une femme qui avait eu une relation extra-conjugale avec son mari. Mais nous sommes un État. Nous avons des textes, nous avons des lois. Et est-ce que la loi dit qu'une femme qui aurait, même si je trouve que c'est indécent d'accuser une personne qui ne peut pas se défendre, mais c'était ça les débats. Il n'y avait plus d'horreur. C'était une femme qui a trompé son mari et elle a subi, je ne sais pas, le karma ou quoi. C'est notre quotidien des femmes. Pour l'affaire Sofa,
que Mme Mabunda a évoqué tout à l'heure, cette femme avait critiqué quelques jours avant la politique d'Erdogan par rapport aux violations des droits de l'homme et la promotion des droits de la femme. Et pour les punir, il lui a privé d'une chaise. Et c'était les chougas de la presse ont montré qu'elle a manqué des chaises et tout. Mais je ne sentais pas ce côté de remords, de voir, de comprendre que c'est une grande autorité. Est-ce qu'à un homme on peut le faire? À un homme on ne peut pas le faire. Je voulais, laissez-moi compléter l'exposé de Madame Mabunda. Et pour revenir sur la question de la commission de l'Assemblée nationale, et lorsque M. Passion m'a présenté, il a dit que j'étais avant à la commission des droits humains. Oui, et ça fait quelques semaines que nous sommes à la tête de la commission du genre, ce qui est une bonne chose pour la lutte des droits des femmes. Mais je tiens quand même à rappeler que la République, telle qu'elle est ficelée, il y a plusieurs domaines qui doivent converger. On doit travailler ensemble. Que ce soit pour l'Assemblée nationale, qui vote des lois, mais il y a aussi les domaines du décret, des arrêtés, des règlements qui peuvent appuyer la cause de la femme. Par exemple, pour le budget alloué à la promotion des droits des femmes, je ne sais pas si je peux le qualifier de misérable ou d'inexistant, parce qu'en réalité, ça n'existe pas. C'est 0,0000. On en parlera. Et on en parlera. Ouais. Merci beaucoup. Et voilà, je peux conclure dans mes propos que la commission, elle est disponible. C'est une nouvelle commission. Elle est disponible pour traiter des questions des droits des femmes. Et nous travaillons beaucoup, nous travaillons en collaboration avec les organisations des droits des femmes qui sont bien présentes dans la salle. Et nous allons croiser nos efforts et nous allons mutualiser nos énergies pour donner à la femme congolaise la place qu'elle mérite. Merci. Bien sûr, quand vous parlez de la commission qui a été mise en place, oui, vous êtes à la tête de cette commission il y a quelques semaines, mais en termes bien sûr de la campagne tolérance zéro immédiate, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de la commission en termes de stratégie pour participer à cela? Merci, madame. Je pense que au niveau de l'Assemblée nationale, la question des droits des femmes, c'est aussi une question qui a ses corollaires. Non seulement par rapport aux violences faites aux femmes, mais par rapport à l'entrepreneuriat des femmes, par rapport à l'autonomisation de la femme, et pourquoi pas par rapport à l'éducation de la jeune fille. Donc c'est une question qui a des ramifications, et peut-être pour les cadres de tolérance zéro, je ne pourrais pas vous donner beaucoup de détails, mais par contre, pour les 16 jours d'activisme, là, par contre, nous avons prévu plusieurs échanges avec des organisations des droits des femmes. Et il faut se le dire, il y a beaucoup des lois qui traînent encore. Mme Mabunda avait laissé notamment la loi sur les violences sexuelles qui devrait être revue et corrigée. Mais il y a également la loi sur les mines, par exemple, qui interdit pratiquement aux femmes, parce qu'ils ont relégué les femmes à une catégorie des vulnérables, d'organiser des sous-traitances tout autour des mines, alors que les hommes peuvent avoir des organisations. Donc, les questions sont légion. Il y en a beaucoup, mais toutes ces questions nous mènent droit vers un seul but, qui est la promotion des droits des femmes. Quand vous avez parlé des catégories des violences basées sur le genre, vous avez évoqué justement les violences physiques. Et on sait qu'en RDC, il n'y a pas encore vraiment de loi qui traite spécifiquement des violences domestiques. Vous avez parlé de Mme Yvonne, tuée par son chauffeur. Vous avez évoqué quelques cas. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec le cadre légal qui parle des violences conjugales, des violences domestiques? Merci beaucoup, Madame Christa. Je l'ai peut-être dit de manière rapide lors de mon exposé, qu'il y a une volonté. Nous avons une volonté de revoir certaines dispositions de la loi, et c'est la raison pour laquelle nous avons tendu la main à plusieurs organisations. On a déjà commencé à travailler ensemble et interpeller principalement la ministre, mais pourquoi pas les élus provinciaux par rapport à leurs édits. Le domaine est très riche et ça ne se passe pas seulement au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, je sais qu'on va parler de l'Internet.
je peux dire quelque chose. Allez-y. Je sais qu'on va parler d'Internet. Pour avoir un exemple concret, c'est vrai qu'il n'y a pas encore une loi cadre sur le numérique, sur les messages de haine qui passent via les réseaux sociaux, mais pour d'autres raisons qui sont politiques ou d'attaque à des hommes politiques, on a vu que les gens qui se sont prononcés sur Internet ont été arrêtés. Donc certes, il n'y a pas la loi, il n'y a pas le cadre, mais il y a une jurisprudence. Mais curieusement, pour les questions des femmes qui sont attaquées sur la place publique, qui sont insultées sur les réseaux sociaux, lorsque vous brandissez le problème, on vous dit qu'il n'y a pas encore une loi. C'est comme ça que je dis qu'on doit conjuguer les efforts. Et l'Assemblée nationale et le gouvernement, précisément Madame la ministre, pour essayer de pallier que si nous n'avons pas encore la loi, au moins au niveau du ministère, vont avoir des décisions coercitives et fermes. Merci beaucoup. Merci, madame. On a eu les explications, on a eu des définitions, on a eu également le cadre légal. Mais dans cette salle et autour de cette table, vous avez une dame, une jeune dame, qui, avant, on avait l'habitude de dire victime, et moi, je préfère justement l'appeler survivante et même héroïne par rapport à la lutte, puisqu'elle a survécu et elle s'est engagée. Quand on parle de toutes ces questions aujourd'hui, violence basée sur le genre, sous toutes ces formes, vous en tant que survivante, mais aussi activiste, ça veut dire quoi? Quels sont les différents visages que peuvent prendre dans le concret, puisque vous rencontrez ces jeunes dames, ces jeunes femmes, ces personnes qui sont violentées? Qu'est-ce que ces personnes vous disent? Merci patient, merci actualité.cv, puisque ça n'arrive pas tous les jours depuis plusieurs années, il n'y a pas dans ces genres de panels des survivantes qui sont amenées à s'exprimer, à dire ce qu'elles pensent. Merci beaucoup Madame Abouda, parce qu'il y a quelques années, vous avez inspiré un grand changement, peut-être sans le savoir, et votre engagement nous a poussé à nous, jeunes femmes, de pouvoir s'engager et dire complètement non. Il faut que ça cesse. J'en profite pour saluer Madame Julienne Lusenguet qui est ici, qui est aussi une grande héroïne dans la lutte contre les violences basées sur le genre, Madame Christelle, qui, avec moi, qui m'accompagne tout le temps, que ce soit au niveau de procès, au niveau de tribunaux, ou pour emmener le bourreau au niveau de... Juste pour rappeler, vous êtes à la tête d'une organisation qui s'appelle Ma Voisine, qui également accompagne les victimes dans tout ce qui concerne également, entre guillemets, réparation ou encore action sur aller à la justice et accompagner ces dames-là. Et la question justement, c'est celle de savoir, vous, sur le terrain, quand on parle de violence basée sur le genre, qu'est-ce que vous rencontrez? Il est important que je puisse d'abord dire qu'en tant que survivante, bien qu'aujourd'hui je suis dans une casquette, je m'appelle victorieuse, parce que j'ai essayé de vaincre tout cela et aller au-delà, mais en solidarité avec toutes les survivantes de la République. Je suis une grande survivante aussi. En tant que survivante, ayant été victime de violences sexuelles à mes 7 ans et à mes 13 ans, je me reconnais parfois, très souvent, en ces petites filles que j'accompagne tous les jours. C'est des petites filles de 9 ans, de 5 ans, de 8 ans, de 13 ans, qui sont victimes de violences sexuelles, par exemple. Et c'est des filles de moins de 18 ans qui ont déjà 3 enfants parce qu'elles ont été mariées de force. C'est par exemple le cas d'une jeune fille qu'on est en train d'accompagner en ce moment, qui a 11 ans et qui a été violée par un militaire derrière les toilettes de chez elle et qui a été infectée de VIH/SIDA. Cet enfant, quand on lui annonce qu'elle a le VIH/SIDA, elle est encore trop jeune, elle ne peut pas le comprendre. Elle me pose la question, c'est quoi le VIH/SIDA? Et moi, je suis obligée de lui expliquer c'est quoi le VIH/SIDA dans le mot qu'elle peut comprendre, et elle ne semble pas du tout comprendre. C'est encore, pour certaines survivantes qui sont ici dans la salle, certaines qui ont été victimes et qui sont tombées enceintes à leur très jeune âge, à 12 ans quand on tombe enceinte, on fait quoi? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce qu'on pense que la vie est tous les moments avec nous? Est-ce que la vie est juste? Est-ce que la vie, elle nous appartient? Mais non, on ne pense pas du tout cela.
C'est aussi le cas d'une autre jeune fille qui a 18 ans et qui a été mariée de force à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec 3 enfants mariés dans un autre foyer où elle est battue constamment. On parlait de violence conjugale. Est-ce qu'une jeune fille de 18 ans peut subir ces genres d'atrocités? Est-ce que les jeunes femmes, les femmes qui sont par exemple à l'est du pays d'où je viens et où j'ai été aussi violentée, ont le sentiment qu'elles sont protégées dans ce pays? J'aime bien ce que Mme Mabounda dit. Est-ce qu'on profite aux femmes et aux jeunes filles des dividendes de la paix? Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être sur terrain, ça me fait penser qu'il y a un autre Congo dans un Congo qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le visage. Merci beaucoup. Merci. On va vous garder quelques minutes encore parce qu'on sait que vous avez un autre rendez-vous dans les cadres justement de cette journée. La prochaine question, c'est pour Madame Mabounda. On voit tout ce qui se passe dans le pays. Vous avez, aux côtés de vos fonctions politiques, vous avez toujours eu cet engagement dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. S'il vous faut, si aujourd'hui on fait un bilan par rapport au cheminement de notre pays dans la lutte contre les violences basées sur le genre, quel tableau brosserez-vous? Alors, moi je précise, je ne veux pas faire le bilan seul et mettre la RDC au procès. La RDC a 2 aspects. Il y a des aspects, comme a dit notre jeune sœur ici, des aspects de défi pour les survivantes, mais il y a aussi des bonnes leçons qu'on a tirées de cette expérience. Et donc, de nouveau, j'insiste beaucoup, s'il y a eu des progrès, c'est parce qu'il y a eu des précurseurs qui ont été dénoncés, et ces précurseurs, c'était les victimes elles-mêmes, les associations d'encadrement des victimes, parce que ça a commencé avec la génération des Dr Mukwege, Juliette Bisseguen, mais aujourd'hui on est content et fiers de voir que la nouvelle génération reprend le combat. Et donc l'histoire de la RDC, elle est quand même marquée par l'origine des conflits. Alors on ne doit pas non plus croire que les violences basées sur le genre, les violences sexuelles, c'est uniquement à l'Est. J'ai regardé avant de venir à cet échange le rapport des Nations Unies en collaboration avec le ministère du Genre, donc le cluster violence basée sur le genre. Et on voit quand même qu'il y a une augmentation de plus de 43%. De septembre 2020 à septembre 2021, il y a une augmentation de plus de 43% des violences basées sur le genre. Donc les personnes prises en charge par les systèmes associatifs, étatiques, de justice, de santé, ont augmenté de 43% d'une année à une autre. Et ça, c'est des chiffres qui sont disponibles dans ce rapport. Les provinces à conflit ou qui ont eu des histoires récentes de conflits sont celles, évidemment, où il y a le plus de traces et de demandes de victimes de violences basées sur le genre. Alors, de nouveau, ce n'est pas une prise de position partisane particulière ou ethnique, mais les chiffres indiquent que le Kasaï central, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Kasaï, Kinshasa et l'Ituri sont les provinces où aujourd'hui il y a cette présence plus élevée de cas de violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre, je précise, ce n'est pas que des violences sexuelles, c'est d'autres cas comme ceux qui ont été évoqués. Dans 94% des 74 000 personnes prises en charge d'une année à une autre, dans 94%, ce sont des femmes qui sont concernées. C'est pour ça que la campagne d'activisme au départ, on parle du genre, mais c'est souvent les femmes qui apparaissent parce que c'est quand même les premières victimes et elles sont assez nombreuses comparées à d'autres catégorisations. Alors, l'âge moyen aussi des personnes qui sont victimes, 41% des personnes ont moins de 18 ans. Et elle le dit ici, avec des âges de 10 ans, 7 ans, 13 ans. Voilà les faits tels qu'ils apparaissent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'est-ce qui a marché? Je crois que tout en continuant le combat, en étant très sévère, il y a certaines leçons qu'on peut tirer.
l'exemple vient d'en haut. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, si dans une société où il y a les hommes et les hommes sont indifférents au fait qu'on insulte des femmes, on les traite de tous les noms, et que ça ne donne pas lieu à conséquence, l'exemple vient d'en haut. Moi, je me souviens d'il y a quelques années, le Congo était pointé, notamment sur les violences sexuelles, et il a fallu qu'à un moment, les hommes de ce pays disent on n'a plus envie d'être pointé du doigt de cette façon-là à l'international, faisons quelque chose. Et aux côtés des ONG, aux côtés du Dr Mukwege et de toutes les victimes et les survivantes, j'aime ce terme de survivantes, un effort a été fait. Et donc, l'exemple vient d'en haut, on ne peut pas inventer. De deux, il est important, je pense, de travailler main dans la main. Seule la société civile activiste des droits de l'homme qui crie et qui se bat, seule ne peut pas y arriver. Parce que vous avez besoin de la justice, vous avez besoin des hôpitaux d'État, parce qu'à l'intérieur du pays, j'y étais encore, j'ai fait tout l'Équateur, il n'y a pas des hôpitaux d'État, disons, d'une qualité qui pourrait satisfaire les besoins, en tout cas, médicaux qui se posent lorsqu'on fait face à ce genre de situation. Et donc, travailler main dans la main, ça me semble très important. On parle parfois des forces de sécurité comme étant un des cœurs et une des causes des violences basées sur le genre, et pas que des violences sexuelles. Eh bien, ces mêmes forces de sécurité en RDC, puisque l'exemple vient d'en haut, dès lors qu'il y a eu une parole publique étatique qui a dit on veut se battre contre les violences basées sur le genre, on veut le respect de la femme ou de la maman congolaise, eh bien, je dois dire que l'armée congolaise, FARDC, s'est distinguée par rapport même à d'autres armées sur ces questions-là en termes de justice, l'accès à la justice, mais ce n'est pas suffisant. Et donc le défi, je pense qu'il est là. Je ne pense pas qu'on peut tout résoudre en une seule fois. Et donc les 16 jours de la campagne d'activisme, moi j'aimerais répondre à la question que vous avez posée à Christelle. Vous dites, Madame la Présidente de la Commission du genre, pendant les 16 jours d'activisme, qu'allez-vous faire? Moi je pense que les 16 jours d'activisme, c'est juste un éclairage plus fort qu'on donne à la question. Mais ça doit être un combat permanent, tant par les lois que par l'état d'esprit, la culture que nous donnons. Si aujourd'hui je suis venue ce matin ici, on pouvait aller à des activités de toutes sortes d'organismes internationaux qui se passent dans toute la ville. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais voilà, c'est un Congolais, un homme de la nouvelle génération qui finalement nous interpelle et qui s'associe aux côtés des femmes pour dire c'est une journée importante et moi, homme congolais, mari, père de famille, j'ai envie d'être là. Il faut que l'appropriation soit avant tout la nôtre, qu'elle soit congolaise. Et donc pour moi, c'était important, comme congolaise, d'être ici plutôt que d'autres activités qui sont tout aussi intéressantes. Mais je trouvais que c'était quand même extraordinaire que ce soit cette démonstration de l'attention et de la compassion, de la solidarité des hommes congolais par rapport à cette question. Mais ce n'est pas facile. Il y a des limites, et les limites, je pense, viennent du manque de moyens, des lois qui sont obsolètes, des limites que la culture donne dans certaines provinces, et alors de la foi des femmes elles-mêmes. Les femmes elles-mêmes ont parfois peur, et elles ont peur d'être audacieuses, elles ont peur de croire que c'est possible, elles ont peur de se dire que finalement, elles peuvent aussi faire des choses intéressantes. Moi, je revenais de Guado, et l'évêque de Guado me disait un des grands problèmes qu'il trouve là-bas, c'est qu'à partir de 12-13 ans, les filles elles-mêmes ne veulent plus aller à l'école parce qu'on leur a dit qu'après 15 ans, si elles ne sont pas mariées, qu'après 15 ans, si elles ne sont pas mariées, et qu'en plus, si elles n'auront plus d'enfants, qu'elles soient mariées, et qu'en plus, si elles ont l'évêque demandait qu'elles soient mariées, qu'on puisse l'évêque demandait qu'on puisse sensibiliser les potentiels, à croire en elles-mêmes et à croire dans le potentiel de participer au développement de la société. Quand Madame Mabunda vous parlez, bien sûr, il y a quelques années, la RDC a été considérée comme capitale du viol. Et aujourd'hui, plus de 10 années après, des campagnes ont été menées, je dénonce, briser le silence, tout ça. Et aujourd'hui, la campagne Tolérance Zéro immédiate. Qu'est-ce qui bloque en fait au niveau de l'impunité à l'égard des violences sexuelles? Qu'est-ce qui bloque? Et pensez-vous qu'on a évolué ou pas
Bon, je pense quand même qu'on a évolué, parce que si aujourd'hui une survivante peut venir à visage découvert et parler de sa réalité et de celles qui, comme elle, ont vécu cette expérience, je pense quand même que c'est un progrès. Ça, c'est la première des choses. De deux, y a-t-il eu des progrès? Je dis oui, en termes de sensibilisation des systèmes d'État qui devaient aider, qui devaient être aux côtés et accompagner les victimes de violences sexuelles. Je pense qu'il y a eu un progrès, un changement de mentalité. Maintenant, évidemment, ce n'est pas suffisant parce que le Congo est grand, parce que accéder à Fizi ou accéder, je ne sais pas moi, à Kula qui se trouve sur l'eau, ce n'est pas évident. Et donc, l'accessibilité à la justice, la confiance aussi dans la justice, les frais de justice, à mon avis, ce sont des choses qui limitent. Le fait aussi que vous pouvez aller en justice, mais quand vous allez en justice, on vous dit non, écoutez, ne compliquez pas, faisons un arrangement à l'amiable, et que la famille est là et fait des pressions, ce sont des limites. Il y a aussi le fait que dans notre mentalité, la réparation, ça ne peut pas être qu'une réparation juridique, technique, abstraite. Dans nos coutumes, la réparation, il faut un geste, il faut un acte. Dans les villages, on dirait qu'il faut payer par une chèvre. Et donc cette mentalité reste. Et donc quand vous envoyez quelqu'un en justice, la personne fait des démarches, elle le fait parfois contre sa famille qui dit tu vas nous indexer, les voisins vont savoir que tu es violé. Finalement, au bout de 2 ans, cette pauvre personne déjà victime obtient une décision, mais c'est juste une décision. Et on a vu à Bukavu quelqu'un dire à sa fille, un père, oui, tu as fait tout ça, au bout de 2 ans, on a obtenu la décision, mais nous sommes indexés dans le parti, on ne pourra même pas te marier, tout le monde sait que tu as été violé, oui, le monsieur est condamné, mais nous, on n'a rien. Cette pauvre fille, malgré la décision de justice qui condamnait le violeur, eh bien, elle s'est suicidée. Et donc, c'est ça aussi les limites du combat. Il y a eu des progrès, oui, mais je crois qu'il y a encore différents mécanismes. J'ai beaucoup parlé de la justice et je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je pense qu'on est quand même sur un chemin intéressant, puisqu'aujourd'hui, en Centrafrique, le tribunal pénal international sur les violences, c'est un Congolais, le colonel Mutanzini, qui est patron de ce tribunal-là. Et je suis fière que ce soit un Congolais, parce que ça montre à côté de Mukwege, Julienne et d'autres, qu'on a quand même intériorisé et fait des progrès. Mais ce n'est pas suffisant. Merci. Merci beaucoup. Vous avez parlé de beaux mots, justice, réparation. Je me retourne vers Madame Emmanuela. Quand on parle de réparation, on parle de quoi? Qu'est-ce que vous attendez quand on dit réparation? Alors c'est vrai qu'en 25 ans, ces crimes odieux ont été commis, on ne peut pas prétendre de réparation pour les préjudices véritables qui ont été commis, mais je pense que réparation à ce niveau, c'est en sorte de symbole pour reconnaître, l'État congolais reconnaît qu'il y a une défaillance de ses obligations quelque part et qui devrait protéger la population et dans ce cas de réparation qui décide de réparer, de donner aux victimes une autre chance, de redonner une dignité. Voilà, de redonner une dignité à toutes les personnes qui ont été victimes, que ce soit de violences sexuelles ou de violences basées sur le genre, et de tout autre crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et c'est pour ça, parfois, qu'on demande au président de la République de faire des excuses publiques aux victimes. C'est vrai que ça ne suffit pas, mais aussi, aux côtés de ces excuses, il faut qu'il y ait des engagements qui soient respectés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au niveau de réparation, on a demandé qu'il y ait une enveloppe qui soit mise dans le budget. Malheureusement, on n'en a pas vu et c'est désolant quand même, mais je pense qu'il y a quand même, il faut qu'il y ait des efforts, un engagement sans faille aux côtés des victimes et des survivants. Merci beaucoup, Emmanuela. Et dans la salle, on a l'honneur de recevoir également Madame Lusenge, qui a remporté plusieurs prix à l'international. Mais le plus important, c'est qu'elle a vraiment travaillé dans le secteur de la réparation ici, avec notamment un fonds qu'elle a initié pour notamment tout ce qui concerne réparation. Donc, on va se retourner vers la salle, prendre quelques questions à l'endroit de nos éminentes panélistes aujourd'hui. Vous levez, vous présentez. Oui. Je n'ai pas parlé de moi. Je ne sais pas si vous avez décidé de... Non, on prend une première série et puis allez-y, prenez-y.
Je vous en prie, madame. Vite fait, ajouter un élément sur la déviation sur la notion du viol. Et c'est un constat qui a été fait par des gens comme Mme Julienne Lucité ou le docteur Mukwege. C'est-à-dire hier, on recevait dans l'est du pays les victimes des violences sexuelles qui venaient des zones de conflit. Mais aujourd'hui, les victimes ne viennent pas seulement de zones de conflit. Alors, on craint que hier, la violence sexuelle, qui était une forme d'arme de guerre, puisse se muer en déviation culturelle. Dans les habitudes de société. De la société, on viole pour paraître homme, même les féticheurs, lorsque vous allez chercher des fétiches qui vous demandent de violer, les cambrioleurs, lorsqu'ils attaquent des maisons à Kinshasa, ils ne peuvent pas partir, même quand ils ont eu de l'argent, les télévisions, les téléphones, ils ne peuvent pas partir sans violer. Et c'est vrai qu'il y a un décalage entre la concentration des organisations dans l'est du pays et dans l'ouest. Ce qu'on a vu aujourd'hui dans le Kasaï, c'est parce que beaucoup d'organisations s'intéressent maintenant au Kasaï. Mais je pense que si demain, plusieurs organisations s'intéressent à l'Équateur, au Congo central, au Bandundu, la réalité est la même. Dans le Haut-Katanga, où on a eu notamment des cas avec notamment la prison de Kassapa. De Kassapa, exactement. Ces cas sont légion. C'est pour ça que je voulais vraiment interpeller sur la déviation culturelle de la notion qu'on donne maintenant aux violences sexuelles à l'égard des femmes. Mais je voulais aussi revenir sur les soupçons des victimes. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont s'exprimer, qui vont dénoncer. Évidemment, elles ont peur. Elles ont peur qu'on lui dise c'est quel genre de tenue que vous avez porté, pourquoi à 2 h du matin passer sur cette route, est-ce que vous n'avez pas une fente qui a débordé, pourquoi vous n'avez pas crié. Et souvent les femmes ont peur de ces questions. C'est pour cela que les premières personnes que les victimes rencontrent ont un rôle fondamental. Parce que ces premières personnes rassurent les victimes. Et malheureusement pour l'appareil judiciaire de notre pays, je le dis avec Emmanuela, avec qui on a accompagné plusieurs victimes devant le juge, on est parfois scandalisé de voir que même les magistrats souvent renvoient les victimes, leur dit aller arranger à l'amiable au niveau de la famille. Bon, il n'y a pas eu de manque d'hommes, comme Mme Mamounda l'a dit, et tout. Et ce sont ces petites filles qui grandissent avec cette double peine de vivre avec leur bourreau, parce que la plupart des violences pour les femmes connaissent toujours leur bourreau, parce que ça se passe, au milieu communautaire, dans la famille, les cousins qui violent les cousines, les papas qui violent les enfants, les oncles. Donc elles vivent avec leur bourreau, et deuxièmement au niveau scolaire, sur le chemin de l'école, dans toutes les histoires, que ce soit Boko Haram, puis Kinshasa, beaucoup de filles ont été violées dans les salles de classe ou bien dans la cour de l'école. Donc c'est très important de marteler sur l'accès à la justice, et aussi les frais à payer sont parfois exorbitants pour les familles, et de ça, moi je résumerai en une seule phrase que les violences sexuelles rangent les petites filles et les futures femmes. Merci beaucoup. Parfois des violences qui ne sont pas visibles dans la communauté. Nous taisons parfois ces mots et nous n'en parlons pas. Peut-être pour sauver aussi, pour certains, entre guillemets, l'honneur de la famille et consorts. Et donc, dans la salle, nous avons également certaines survivantes qui sont ici. Nous avons des activistes, nous avons des journalistes. Et nous allons vous donner la parole pour ceux qui veulent partager avec nous ce moment. On va prendre une première série. On va prendre d'abord Madame Julienne. On prendra messieurs, Madame, et puis voilà. Le micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Je voudrais féliciter Madame Mamounda et l'honorable Christelle et notre jeune héroïne pour l'exposé. Je voudrais juste apporter un peu de commentaires et aussi rectifier à ce qui concerne le fonds. Le fonds pour les femmes congolaises, c'est pas seulement pour la réparation, c'est pas pour la réparation en fait,
C'est un fonds que nous avons mis en place pour soutenir les efforts des groupes de femmes qui travaillent dans les communautés pour lutter contre les violences sous toutes ses formes. Donc il y en a qui font des activités pour insérer les victimes dans la société, mais aussi pour l'accompagner en justice, mais aussi pour d'autres activités, pour la paix, pour restaurer la paix, pour l'autonomisation des femmes, pour la participation politique. Donc c'est vraiment un fonds qui couvre un éventail des activités pour la promotion des droits des femmes et des filles. Alors, en ce qui concerne la question, l'accès à la justice pour les victimes, je voudrais ajouter, en plus de ce qui a été dit, c'est aussi la façon dont les magistrats posent des questions aux survivantes. Souvent, les questions les bloquent parce que nos magistrats ne sont pas préparés. Ils ont étudié le droit, oui, mais souvent, ils ne comprennent pas notre texte, la loi qui réprime les violences sexuelles, ou carrément les magistrats qui ont grandi déjà dans cette société patriarcale, un peu macho. Donc, commence déjà à poser des questions. Oh, qu'est-ce que tu as senti? Et comment ça a été? Et ça, la petite devant son père, directement, elle ne peut pas répondre. Elle ne peut pas répondre. Et puis, il y a parfois, je ne sais pas, un manque de collaboration entre le médecin et le tribunal. Le médecin ne veut pas s'engager pour écrire les mots qui peuvent permettre au juge d'établir correctement sur le cas. Et le juge, quand il prend les documents que le médecin a envoyés, il trouve que non, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves. Et ça profite à l'auteur. Donc, il y a un effort à faire, des formations de nos juges, de nos magistrats, pour comprendre, surtout les magistrats qui viennent récemment des universités. Techniquement, comment on peut assurer cette collaboration entre le médecin, donc le corps médical, et la justice? On a fait cela. Ouais. Concrètement, comment ça peut... régions, on les a mis ensemble et on a mis la loi, on a eu à échanger, à discuter, à débattre autour de ça. Et aussi, on a ouvert des espaces de collaboration entre les magistrats, les psychologues et les médecins pour permettre, pour faciliter l'accès à la justice aux survivants. Mais aussi à la communauté qui doit accompagner, les parents qui doivent accompagner, les maris qui doivent accompagner et les distances. Il faut que les organisations de la société civile payent les frais de transport pour que les survivantes arrivent. Et souvent dans les programmes, il est prévu 3 rendez-vous ou 2 rendez-vous qui sont pris en charge. Et pourtant, avec notre justice, on peut faire 2 ans, 3 ans en train de venir suivre les dossiers, même si la loi dit que c'est 3 mois. Mais vous devez toujours venir, vous devez toujours venir. Donc, après, l'organisation dit, ah, nous, on a déjà payé pour 2 transports, on ne va plus payer. Et la personne ne sera plus capable de venir au tribunal pour continuer. Dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez notamment de l'État comme responsabilité? Bon, c'est ce que notre jeune sœur a dit. Il faut qu'on mette ça dans le budget. Les organisations, comme a dit Mme Mamounda, ce n'est pas nous, la société civile, qui allons apporter des réponses durables à cette pandémie qui ronge notre société. C'est vraiment un gros problème. Les gens ne prennent pas ça en considération. On a dit là-bas, ce sont des enfants, des jeunes femmes, des femmes de demain qui sont attaquées. Des hommes, il y a même des jeunes hommes qui sont attaqués. Donc, essayons de trouver des réponses durables. Et les réponses durables, c'est le gouvernement qui va trouver ces réponses durables. Ce n'est pas les organisations. Nous, on vient en appui. Et les partenaires ne donnent pas assez de moyens. On dit toujours aux partenaires, partout où on organise des réunions de haut niveau pour lutter contre les violences sexuelles. À la time for action. On a déjà attendu ça plusieurs fois. Mais quand il s'agit de donner les moyens pour que les organisations travaillent à fond, à long terme, avec les survivants et aussi dans la communauté pour transformer notre communauté. Il est temps qu'on transforme. Il est temps que les jeunes hommes s'engagent à éduquer les autres jeunes. Nous, les femmes, nous devons éduquer nos enfants dès le bas âge à respecter les femmes. C'est pas normal de trouver un homme qui insulte une autre femme. C'est toi qu'on insulte.
Si ton fils insulte quelqu'un, c'est toi-même qu'on est en train d'insulter. Donc la maman devrait se surgir contre ça et réprimer cet enfant. Merci madame. Merci infiniment. En termes de réponses vraiment holistiques, quand on parle aujourd'hui de la conférence sur la masculinité positive, est-ce qu'on doit considérer ça comme vraiment une réponse pour les victimes? Oui, en fait, c'est la première fois qu'il y a une décision, il y a une rencontre de haut niveau des chefs d'État africains autour de cette question. Et nous espérons qu'à la sortie de ces rencontres, les chefs d'État vont partir avec des engagements clairs qui vont être implémentés au niveau de la Commission de l'Union africaine pour que chaque pays s'engage cette fois-là et apporte des réponses concrètes à cette question. On vient de terminer une réunion, une conférence, une tribune des survivants ici. Survivants et survivantes sont arrivés de 12 pays africains. Elles ont émis les recommandations par rapport à ce qu'elles attendent comme réparation. Donc, elles veulent avoir ces réponses globales. Pas dire, on va donner des médicaments, on va ceci, on va donner $100 à une femme. C'est pas ça. Les survivantes veulent avoir des soins médicaux, avoir des structures étatiques où elles peuvent aller pour se faire soigner avec leurs enfants. Elles disent aussi que ce n'est pas seulement elle qui a été affectée avec le problème. Les viols, c'est comme une toile d'araignée. Ça touche toute la famille parce qu'on identifie la maman avec ce mot. C'est la maman de la fille qui a été violée. C'est le mari de la femme qui a été violé. Donc les femmes ont dit, nous voulons avoir la situation globale. Prise en charge psychologique globale pour la famille, parce que c'est tout le monde qui est affecté, traumatisé avec ce qui s'est passé. Les médicaments global, où nous pouvons aller nous faire soigner avec les enfants, même les enfants issus des viols et les autres enfants. Les scolariser aussi, gratuitement, et avoir une maison où elles vont. Parce qu'on ne viole pas seulement. Après les viols, il y a les attaques physiques, il y a aussi la destruction et les pillages des biens. Donc la personne se retrouve sans ressources. Donc comment faire pour qu'elle puisse reprendre ça? Bien sûr, la réparation, ce n'est pas qu'on va revenir au point de départ, parce qu'elle ne va plus jamais revenir au point de départ, mais qu'elle trouve la possibilité de reprendre sa vie pour participer au développement, pour participer à l'économie, pour participer à la politique de notre pays. C'est ça que les femmes demandent. Très bien. Merci beaucoup. On va reprendre. Vous comprenez qu'avec l'expérience et l'activisme de madame, on ne pouvait pas s'arrêter là. Donc, on va continuer. Dans la salle, il y avait une main de la dame. Et ensuite, on prendra messieurs et puis on va aller vers monsieur. Bonjour, je m'appelle Solange Mafouta. Je suis présidente de l'association Vie Meilleure en Afrique, activiste des droits des femmes aussi et ancienne victime justement de violences conjugales. Je pense que on devrait offrir aux femmes des espaces pour parler avec des professionnels. Et ça n'existe pas vraiment ici au Congo. Les femmes qui ont vécu des violences en tout genre ont besoin de parler avec des professionnels. Ici, on parle avec des pasteurs. Et dans les cas de violence, la famille est souvent très très mal placée pour vous donner des bons conseils. Moi, je me souviens que ma tante me disait « Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te frappe? On ne peut pas te frapper pour rien. » Donc, ça veut dire que des fois, on n'a pas le soutien de la famille, on n'a pas le soutien des amis, on n'a pas le soutien on a besoin de parler avec des professionnels. Et je pense que les associations doivent être travaillées de plus en plus. Ça, c'est plus une proposition que je fais, que les associations doivent travailler de plus en plus avec des professionnels du domaine. Parce que les femmes, des victimes de violences, ont besoin qu'on les renforce, qu'on leur dise qu'il y a la vie après ça. Parce qu'elles ont entendu tous les jours des insultes. Elles ont été diminuées tous les jours, donc elles ont besoin d'être relevées, elles ont besoin de se reconstruire. Et c'est pas avec la famille, et c'est pas avec les pasteurs. Et c'est très important. C'est une étape très, très importante. Merci beaucoup. Qu'on n'a pas ici. Merci, madame. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui ont organisé cette activité qui était très enrichissante. Merci. Merci encore. On prend monsieur à droite, s'il vous plaît. Merci beaucoup, patient. Je m'appelle Regan Shindano. Je suis journaliste et éditeur à patrinews.net. Je remercie tout d'abord les panélistes. C'est vraiment
une occasion et un honneur d'être ici. Ma question, elle s'adresse à la survivante. Malheureusement, j'ignore les noms. Emmanuela Zandi. Emmanuela, par rapport à ma voisine, comment est-ce que vous êtes accompagnée sur terrain? Et moi, personnellement, je suis ébloui par ta force. Je ne sais pas comment l'exprimer. Comment vous êtes réellement, concrètement accompagnée sur terrain par ma voisine et quelles sont les difficultés? Merci. Et ma deuxième question s'adresse à Madame Christelle, qui est présidente également de la commission GER au sein de l'Assemblée nationale. Elle a effleuré un tout petit peu la communauté quand elle a parlé des gens. Elle a effleuré la communauté LGBT. Et je me demande par là, nous n'étendons pas vers la légalisation de l'homosexualité sans pour autant être homophobe, pendant que nous avons l'obligation de protéger nos traditions africaines. Merci. Bon, merci. On va essayer de rester focus dans notre thématique du jour, qui est déjà assez, on va dire, grande en termes de contenu. On prendra la question suivante, messieurs, s'il vous plaît. Et puis on terminera avec madame. Merci. C'est Maître Jean, je suis avocat. En même temps, point focal de l'ONG au PIP, qui travaille aussi en matière de violence sexuelle. Je commence par compléter madame, je ne connais pas encore le nom. Madame Julienne Lusenga. Madame Julienne, elle a très bien parlé. Je préfère compléter quelque chose par rapport à la collaboration entre le médecin et le juge. Voilà. Alors, il est demandé par la loi que la survivante se présente à l'hôpital au moins 72 heures. 72 heures au moins après l'événement. Cela, c'est pour permettre que le médecin découvre les lésions traumatiques qui peuvent servir des éléments en justice. Et que le faire après, c'est-à-dire, selon les explications que nous avons eues plusieurs fois avec le médecin en justice, lorsque vous venez au-delà de 16 heures, soit même une semaine, 2 semaines après, le médecin aura la difficulté de déceler les lésions traumatiques. Ils peuvent tout simplement se limiter à constater que l'hymen est absent, mais sans lésion traumatique. Ou alors, c'est une défloration ancienne. Et là, ça pose un débat en droit. Ancienneté, les gens pensent que, il y a les uns qui pensent que la défloration ancienne signifie pas avec l'homme qui est ici, mais avec les autres hommes. En conclusion, ce qui signifie peut-être que l'ancienneté signifie le fait d'avoir fait déjà 2 mois, 3 mois, 4 mois avec le même homme. Voilà. Donc, c'est une problématique. C'est une problématique plutôt qui se pose en matière de violence sexuelle. Donc, c'est une information que lorsque la personne est victime, il est demandé que la personne se présente au moins 72 heures, au moins après l'événement, pour que les traumatismes et les lésions soient décelées. Alors, ma question, c'est en rapport aussi avec la réparation. Parce que j'ai entendu, mais c'est une question qui se pose à chaque moment, mais qu'à chaque moment, les gens survolent sur ça. Allez-y, s'il vous plaît. Alors que ça pose un problème chaque fois. La réparation, parce que l'accompagnement des survivantes, c'est à 3 niveaux. Il y a l'accompagnement psychologique, l'accompagnement social ou encore médical, et il y a aussi l'accompagnement juridique qui doit aboutir nécessairement par une réparation. Votre question. Supposons que vous avez été... Malheureusement, on est buté. La question. Voilà. La question. Qu'est-ce que madame, je ne sais pas le nom. Emmanuela Zandi. Voilà. Non, pas Emmanuela. Madame Christelle. Christelle, voilà. Doit prévoir par rapport à la réparation, parce que c'est une notion très cruciale. Merci, on a compris. Cruciale en rapport avec l'indemnisation. C'est ce qui pose même le problème, les gens qui ne veulent pas aller en justice. Parce qu'à la fin, après avoir beaucoup dépensé, à la fin, la victime se retrouve main vide. Merci beaucoup. Alors, à quoi est-ce qu'elle doit s'attendre? Concrètement, individuellement, comment cette réparation peut se manifester, si je comprends bien la question. Madame, on prend votre... Allez-y. Je suis Madame Nicole Kavira, je suis activiste
et je dirige un mouvement citoyen. Et dans ce mouvement citoyen, nous parlons des questions sécuritaires. Il m'est arrivé de m'indigner par rapport à une situation donnée sur les questions toujours sécuritaires de l'Est. J'ai fait un tweet où je m'indignais. Je disais que non, nous, le Congolais, nous disons non par rapport à un don donné qu'on veut venir construire chez nous pour des sinistrés, tout ça, j'ai dénoncé. Mais j'ai été victime d'une autorité du pays qui m'a appelé pour me dire, écoute Nicole, chez nous, vraiment au Congo, dans notre tribu, une femme ne doit pas parler comme ça, ne doit pas dénoncer comme ça. Et c'est vraiment une honte pour notre tribu. Toi, tu es une femme, tu dois savoir comment parler. Très bien. Alors, j'aimerais aussi, par rapport à ces journées, 16 jours d'activisme, que nos intervenantes puissent aussi voir comment on peut approcher des autorités masculines ou féminines même, masculines, pour les mettre aussi sur ces mêmes pieds d'égalité, de comprendre cette violence basée sur les genres. Parce que quand on est activiste, on fait notre travail, on dit la vérité, on dit ce qu'on pense, on pose notre opinion, et on ne mérite pas d'être... je ne sais pas, rabaisser ou traiter de quelqu'un de moins que rien, juste parce qu'on est une femme. Merci beaucoup. On va terminer cette première série. Il y a une deuxième série qui arrive. Je prends également les questions qui sont posées, puisque le programme est également diffusé sur Internet, sur la page Facebook d'actualité.cd. Il y a quelques questions pour Madame Mabunda également. L'une d'elles, c'est... vous avez l'habitude d'être attaqué chaque fois que vous prenez la parole. Comment vous gérez cette question d'attaque personnelle chaque fois que vous arrivez à prendre la parole? On va commencer par Emmanuela, Madame Vouanga, et puis on termine avec Madame... Et puis, on va prendre ces questions, ce sont des questions, tout le monde peut répondre à toutes les questions, puisque chacune avec son expérience et son expertise, vous avez sans doute des choses à dire. Emmanuela. Merci pour la question de Madame Michou. Oui, vous savez très bien qu'il y a un manque de professionnels, par exemple, pour la prise en charge psychologique dans la République démocratique du Congo. Et ça, c'est un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors, par exemple, dans d'autres organisations, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des thérapies de groupe. Donc, on essaie de mettre les femmes et les jeunes filles, par exemple, tout à part, qui ont subi de violences, où elles vont s'exprimer, elles vont placer leurs propres mots sur leurs propres expériences, elles vont écouter les expériences des autres, et justement elles vont arriver à s'exprimer sur ce qui ne va pas, comment est-ce qu'elles veulent que les choses soient implémentées, ou quelles sont les solutions qu'elles veulent qu'on leur apporte, et à partir de cela, on va essayer d'orienter la réponse par rapport à ces questions-là. Si je dois répondre sur la question comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on a des fonds, bien sûr, évidemment, vous le savez très bien, c'est pour ça qu'on est en train de demander des fonds pour que les organisations des femmes ou les organisations de défense des droits humains puissent être outillées pour qu'ils puissent arriver justement à faire ce travail-là qui est tout autant émotionnel, humanitaire que social. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut... qu'on puisse avoir cet engagement, que ce soit au niveau de l'État, des institutions et même au niveau international. Très bien. Pour répondre à la question du maître, je vais juste dire qu'il faut qu'on puisse dissocier certaines choses. Une victime, on a parlé tout à l'heure de coutumes, des coutumes rétrogrades de la culture patriarcale dans laquelle nous vivons, qui empêchent les femmes de pouvoir s'exprimer. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut prendre en compte cela. C'est-à-dire que quand une personne est victime, tout de suite, elle n'a pas le courage de pouvoir s'exprimer, et il y a aussi un manque d'information par rapport aux 72 heures dont on parle. Tout le monde n'est pas informé qu'après 72 heures, il faut aller à l'hôpital. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier les sensibilisations pour que tout le monde soit au courant de cela. Et justement, la loi peut être un peu, comment dire, balancée de ces côtés-là.
Et surtout que même, c'est pas simplement un problème de loi, c'est également un problème, comme vous l'avez dit, un problème des sociétés. C'est parfois compliqué de partager ces questions-là avec des proches et parfois intimidant d'aller voir le médecin du coin. Et sans compter également la distance qu'on peut avoir entre la victime et la première proposition de soins. Madame, on va prendre l'honorable Vwanga pour les questions suivantes. Merci, Monsieur le Patient. J'ai pas deux questions ou une et demie. Je voudrais éclairer rapidement la préoccupation de mon frère par rapport à la notion que j'ai évoquée de LGBT. J'ai évoqué ça parce que je me dis que nous sommes entre techniciens et que demain on peut participer à des forums au niveau international. Il faut quand même qu'on sache qu'on a la maîtrise de la matière. Donc on est, quand on parle de une définition plus large. Genre, on parle de quoi exactement? C'est qui est un débat différent des croyances, des dogmes personnels. Alors, sur la question de la loi sur les violences sexuelles, le constituant est clair. Les violences sexuelles sont et un crime. Ça, c'est la loi. C'est considéré comme un crime. Et dans cette même loi, on dit que les témoignages des victimes font office de preuve. C'est la loi. Maintenant, pour la question de se présenter, 72 heures, une obligation, mais nous sommes dans ce pays, nous savons que dans certains coins du pays, pour que les professeurs d'école touchent leur salaire, ils font 2 semaines de route pour aller à la banque la plus proche. Et à une femme qui est violée au fin fond du pays, déjà avec les traumas psychiques et physiques, on lui demande de se présenter au plus tard 72 heures. Moi, je pense quand même qu'il y a des contradictions. Et c'est la raison pour laquelle le juge, à chaque fois, nous dit que nous ne sommes que des gardiens de la légalité. Nous ne sommes pas les gardiens de la constitutionnalité. C'est vous les législateurs. Apportez-nous des lois conformes aux réalités. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je me bats pour révisiter cette loi parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans la loi. Sur la question du fond, j'ai eu le privilège de prononcer une allocution à la tribune de survivantes sur invitation de Madame Julienne. Et j'ai parlé des voies compensatoires par rapport au fond. Nous ne voulons pas l'argent. Et ceux qui m'ont suivi à l'Assemblée nationale lors de la présentation du budget, j'avais dit que j'étais abasourdie de voir qu'il n'y a aucune ligne budgétaire qui a été dégagée sur la question de fonds des réparations des victimes. Certes, nous voulons que les partenaires puissent nous aider, mais on doit commencer nous-mêmes, quelque part. Ça doit devenir une question de l'État. Et le développement structurel, ça passe par des canaux, et exclusivement ou premièrement, les canaux de l'État. Et la question du fonds des réparations des victimes doit passer d'abord par l'État. Donc, s'il y aura des partenaires, ça sera bien après. Merci beaucoup. Justement, par rapport à cette question-là, par rapport à votre intervention lors de la tribune des survivantes sur les réparations, est-ce que vous acceptez d'endosser en fait cette cause-là au niveau du Parlement? Est-ce que vous acceptez de porter la loi pour qu'elle soit adoptée? Voilà. Oui, j'accepte. Je crois que Mme Makounda a commencé avant, elle a commencé à travailler sur la loi avec les organisations. Et j'ai un peu fouillé, j'ai cherché où se trouvait la loi. Bon, j'ai réussi à retrouver, mais je pense qu'on doit recommencer. C'est-à-dire on doit recommencer au début. On doit voir avec les organisations qu'est-ce qu'on doit toucher, qu'est-ce qu'on doit améliorer. C'est vraiment une grande question parce que si on ne le fait pas, à chaque fois, on sera devant les magistrats, on sera perdu. Donc je pense qu'il est temps de revoir la loi. Et sur la question du fonds des réparations, j'ai fait personnellement plusieurs tours à l'ECOFIN parce que le Premier ministre, lorsqu'il m'a répondu, il m'a dit « Moi, j'ai fait ma part, c'est maintenant votre tour ». Alors, je suis allée à la commission de l'ECOFIN pour faire un plaidoyer pour que soit dégagé, ne serait-ce qu'un début qui peut nous aider à amplifier, à faire appel aux partenaires. Et je peux vous avouer que jusque-là, ça semble aller. Merci beaucoup.
On va aller vers Madame Mabunda. Vous avez l'habitude de prendre la parole en public et souvent, il y a évidemment beaucoup de réactions positives comme négatives. Et parmi ces réactions, il y en a même qui sont très violentes. Très, très violentes. Et la question de notre internaute, c'était de savoir comment vous gérez tout ça. Alors, avant de répondre à cette question-là, moi, je voudrais d'abord répondre pour ceux qui souffrent quand même beaucoup plus que moi, pour être honnête. Et ce sont les victimes et survivantes de violences sexuelles. Sur la question de la réparation, je pense qu'on l'a dit, il y avait un projet de loi qui était dans les circuits et qui devrait en tout cas essayer d'être appuyé pour qu'il passe. Alors, je voudrais quand même concrètement donner la réalité de la réparation telle qu'elle se passe aujourd'hui. Lorsque vous allez en justice, le juge condamne le violeur. Il peut le condamner à des dommages et intérêts. Cette condamnation des dommages et intérêts, si ça concerne un policier ou en tout cas un préposé public de l'État congolais, le ministre de la Justice, dans son budget, a le droit de prévoir une ligne budgétaire dans laquelle il cumule tous les risques judiciaires que son ministère au nom de l'État devrait payer et il sollicite auprès du ministre des Finances d'avoir une enveloppe. Mais généralement, face aux priorités, etc., c'est pas dans cette enveloppe que les victimes de violences sexuelles ou de violences basées sur le genre qui bénéficient d'une décision de justice sont intégrées. C'est ainsi qu'on avait pensé qu'il fallait, dans la loi existante sur les violences sexuelles, parce que c'est l'angle qui a été pris, et uniquement pour la responsabilité de l'État du fait des préposés publics, donc enseignants, toute personne revêtue d'une qualité de fonctionnaire public, que l'État devait, comme elle a dit, reconnaître et réparer. Pour reconnaître et réparer, quels sont les mécanismes qui existent aujourd'hui? Si ça reste dans les ministères, il y a peu de chances qu'ils appellent les fonds pour donner aux magistrats pour qu'ils puissent dédommager. Et donc l'idée, c'était de trouver un organisme étatique qui existe déjà. On donne un exemple, le Fonds social de la République. Voilà un fonds qui s'occupe du social des Congolais. Et pas trop mal, je dirais. Et donc l'idée, c'était peut-être de voir à mettre en place le principe dans la loi, en disant, voilà, en cas de viol par un préposé public, l'État congolais est responsable parce que c'est lui l'employeur du préposé public, il réparera, suivant telle et telle condition, avec ancrage ou remboursement auprès de tel mécanisme financier qui serait peut-être le fonds social. Il y avait un deuxième organisme qui avait été identifié. Et donc voilà, c'est aux ONG et à nous de pousser pour que ça puisse passer. Et c'est important. Mais où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est toujours au niveau des propositions? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça? Non, je crois que c'est plus que des propositions, parce qu'un texte a été rédigé. Je crois qu'à l'époque, d'ailleurs, le Sénat, avant la législature 2018, était presque arrivé à la fin. Mais les principes en RDC font que lorsqu'une législature se termine, on ne peut pas prendre les dossiers qui étaient en suspens et les ramener dans la législature suivante. Mais comme a dit la présidente de la commission genre, Mme Christelle, je crois qu'ils sont vraiment à pied d'œuvre sur base de ce passé-là pour accélérer. Et donc ça, c'est important quand même de le préciser parce que c'est une question qui intéresse les victimes, les avocats qui les accompagnent et les magistrats. Voilà. Alors, en ce qui concerne, oui, ces phénomènes de violence, moi je dirais que ce n'est pas que mon cas. Toute femme, un jour ou l'autre, est exposée à cette espèce de violence dans l'attitude, dans la façon de parler, dans les interactions. Mais effectivement, c'est vrai que si on accepte de prendre la parole en public, on ne peut pas faire l'unanimité. Et donc, dans un espace public, on doit s'attendre à ce que parfois il y ait des réactions. Alors, c'est vrai que peut-être, suivant l'espace où on est, c'est peut-être plus violent. L'espace politique est sans doute plus violent que les espaces non politiques. Mais je crois qu'il faut intégrer ça, parce que sinon, le risque, c'est quoi? C'est de fuir et de ne jamais parler et conditionner la moitié de la société congolaise dans l'ombre et dans l'oubli, sans défendre les valeurs auxquelles elles sont attachées. Je ne pense pas que c'est un bon exemple pour les jeunes filles d'aujourd'hui ou de demain, celles qui ont été victimes comme celles qui n'ont pas été victimes et qui aspirent à s'épanouir dans le Congo d'aujourd'hui. Donc voilà, ça fait partie, il y a toujours des pionnières, il faut assumer, il faut accepter, il faut prendre du recul aussi. Et moi j'ai la chance peut-être par rapport à d'autres d'aller à l'intérieur du pays
et de rencontrer les Congolais tous les jours qui sont eux les vrais héros. Nous, vraiment, on fait que porter leur voix ou leur image. Mais les vrais héros, c'est ces Congolais-là. Et croyez-moi, ils souffrent beaucoup plus que moi. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. On va prendre une dernière série de questions. Et puis on va terminer. On s'était arrêté là, madame. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Irène Bahati-Moueze, médecin experte en santé publique. Je coordonne une ONG qui lutte contre toutes sortes de violences suite à la femme. Et je suis en même temps la coordonnatrice adjointe des raisons clés de la femme. Et voilà, je voulais juste intervenir parce que je me sentais rongée. Je ne pouvais pas laisser passer parce que vous avez posé une question un peu très pertinente par rapport aux avancées. Je me rappelle en 2010, j'étais à Bukavu, trop petite étudiante. Et c'est en 2010, en principe, qu'on a eu à proclamer la RDC, la capitale mondiale des violences faites aux femmes, et c'était au Sud Kivu. J'ai vu beaucoup d'organisations qui brandissaient des calicots et voir sur les questions l'État contre les violences sexuelles. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en 2021, mais je me rappelle en 2014-15, j'ai fait plusieurs sorties du pays et partout je me retrouvais en me présentant seulement dire que je coordonne une ONG qui lutte contre toutes sortes de violences faites à la femme ou seulement dire que j'étais congolaise. Tout le monde avait tendance à être vraiment intéressé de nous parce que on se disait que l'image de la femme congolaise était ternie, soit en disant que toutes les femmes congolaises étaient des survivantes. Et voilà, je voulais en fait dire qu'il y a vraiment une avancée dans le sens que quand on compare 2010 aujourd'hui et quand on a eu à faire plusieurs voyages ou sorties du pays et quand on se retrouve chez autrui, on se présente comparativement à ce que ça représentait à l'époque et aujourd'hui, on s'est dit quand même, on a gagné en quelque sorte, mais je me dis et je m'appuie encore sur la loi qui lutte contre les violences sexuelles et les 16 innovations de Mbandaka, parce qu'à l'époque, avant que la loi ne puisse être revisitée, on mettait seulement l'accent, on voyait seulement les violences qui venaient de l'auteur homme. Mais quand on a compris que tout le monde devrait répondre à ces actes, et ça nous a arrangé, et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler les vocables, les violences basées sur les genres. Et voilà, c'est seulement ce que je voulais en fait. Merci pour votre contribution. Juste à votre droite, s'il vous plaît. Merci, bonjour. Moi, c'est Madame Nanouche Ngalula. En tout cas, je suis journaliste à l'Agence congolaise. Je suis chargée des relations publiques dans le Forum pour le développement du Kasaï. Je suis coordonnatrice d'une plateforme dénommée Appui au projet des actions sociales. Je suis trésorière dans les réseaux Cris de la femme. Je suis dans beaucoup de choses. Ma question s'adresse à Madame Gillienne Lusengue. Alors... elle se pose à nous, elle est là. Alors, actuellement, là, nous avons un projet sur terrain au Kasaï. Et bientôt, là, ça va prendre fin sur les ripostes et prévention des violences basées sur les genres des jeunes filles et des femmes. Nous nous trouvons dans des difficultés énormes, Madame Gillienne Lusengue. Ma question s'adresse pour dire que, en tant que pionnier et puis une femme avérée dans cette matière, qu'allons-nous faire concernant les situations qui se présentent chez nous? Au Kasaï, par exemple, il y a des tortures sexuelles dans des ménages, il y a des violences conjugales extraordinaires. Il y a des femmes qui sont battues à chaque fois, à chaque instant, à chaque jour. Parce que, par définition, des violences, c'est quelque chose que tu ne veux pas, qu'on te fait forcer. Et c'est chaque jour qu'il y a des hommes qui battent des femmes et qui les violent même dans les toits conjugales. Et des femmes ont des difficultés à dénoncer. Il y a quand même des femmes qui arrivent à dénoncer, mais il y a des coutumes qui les lient. Ok, la question. Oui, la question, madame. Et sur ce, qu'allons-nous faire? Je suis en train de demander des stratégies, des pistes pour convaincre et arriver à sensibiliser ces femmes et que ces femmes puissent arriver à dénoncer d'une façon libre. D'accord.
Merci beaucoup. On note que votre question, c'est sur est-ce qu'il y a des propositions que vous pourrez faire spécifiquement pour les femmes du Kasaï en termes de techniques pour limiter les nombres de violences basées sur les genres. Je crois que la question, elle est là. On prend messieurs, avant qu'on nous chasse de la salle, puisqu'on a, on a débordé. Merci pour la parole. En fait, je vais profiter parce que j'ai trouvé dans la salle qu'il y a plusieurs activistes et coordonnatrices des ONG basées sur les violences des femmes. Madame Christelle y comprise. En fait, je vais savoir, en fait, parce qu'actuellement, on accuse des ONG de violences sur les femmes d'accompagner approximativement les survivantes des violences sexuelles. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, quand vous parlez de l'accompagnement ou de l'assistance médicale, psychosociale, juridique, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Et vous nous dites aussi quelles sont les difficultés que vous rencontrez au cours de cet accompagnement. Accompagnement, d'accord, merci. La question c'est comment on accompagne les défis dans l'accompagnement que vous faites souvent dans votre travail d'activiste aussi, on va les dire comme ça, puisque vous accompagnez ces femmes. L'autre question, on prend messieurs et puis on termine. En tout cas, allez droit, posez votre question et puis on va terminer. Messieurs au fond. Ouais. Et puis on va arriver, madame. Merci beaucoup. Moi, si vous pouvez aller vraiment en droit. Tout droit, oui, voilà. Je vais être précis et concis. Merci. 2 secondes vont me suffire. C'est Dieudonné Mouchaganoussa, je suis le coordonnateur national du panel des experts de la société civile. Et 2 secondes sont passées. Est-ce que je voulais poser la question aux panélistes et effectivement peut-être en faire une recommandation à Madame Julienne. Est-ce qu'il y a des actions précises que vous aviez déjà définies en termes de plaidoyer, en termes d'orientation auprès des différents responsables de la communauté? Par exemple, chez moi au village ou à certains endroits où le chef coutumier ou un roi est obligé d'avoir autant de femmes et ça, et qu'il arrive à faire une violence à l'endroit de sa 2e femme ou à l'endroit de l'une de ses femmes, qui se fait voir publiquement et que tout le monde dénonce. Et malheureusement, on n'arrive pas à orienter des actions vers ces rois ou vers ces chefs du village parce qu'il contrôle son village. Et qu'est-ce que vous pensez ça va donner comme modèle vis-à-vis de ceux qui sont en train de... Ceux qui pensent que cette personne-là serait une référence pour continuer à faire la lutte contre les violences, alors que c'est elle-même, la personne, l'homme-là, qui est à la base de ça vis-à-vis. Merci. Voilà un peu. Merci. Comment lutter contre les violences basées sur les genres dans un contexte de pesanteur sociale, coutumière et ainsi de suite. On prend messieurs au milieu, madame au fond, et puis on va terminer ici. Ouais. Merci pour la parole. Je suis Théo Lico, je suis journaliste du média Lection-Net. Je suis aussi activiste indépendante, si je peux le dire ainsi. Nous parlons de violences basées sur la femme, mais aussi de violences basées sur l'homme par les femmes. Allez-y. Pourquoi je dis ça? Parce que dans nos cités, il y a... Votre question, s'il vous plaît. Je vais directement... Il y a des hommes qui sont victimes des mamans qui leur acculent, par exemple, lorsque un garçon a une copine, par exemple une femme a une copine, et la maman accuse, c'est un fait, la maman accuse l'homme d'avoir violé sa fille parce que le garçon a, excusez-moi pour le terme, déviergé sa fille. D'accord. Il y a aussi un autre cas, il y a des filles qui accusent les hommes parce qu'elle est tombée enceinte d'être violée par l'homme, et pourtant ce n'est pas le cas. Très bien. Juste pour, en quelque sorte, se venger. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous aussi, les hommes, nous sommes victimes des femmes. Voilà. Or, dans les cas de faux témoignages, comment, la question est ça, dans le cas de faux témoignages, comment on arrive justement à pouvoir remettre la personne lésée, entre guillemets l'homme, dans ce cas précis. On prendra, madame, il y avait une main là-bas? Oui, au fond. Là, au fond, et puis on va terminer par cette rangée. Et puis on va clôturer. Merci beaucoup, madame Louise Biteléo. Je m'adresse à tous les activistes et tous ceux qui ont des ONG qui luttent contre les violences faites à la femme. Devant 2 situations, une jeune fille ou une dame battue par son mari ou une fille violentée,
la plupart des fois, vous apportez plus d'importance à celle qui est violée sexuellement qu'à une victime qui vient se plaindre pour des raisons, pour des violences physiques ou psychologiques. Alors, à ces moments-là, où ces belles-mères, ces tantes qui créent des jeunes gens, qui créent des jeunes filles ou des petits-enfants, qui créent de la peur, je veux dire, aux petits-enfants et qui les rendent un peu incapables de se défendre ou agressives dans leur milieu de vie. Quelles sanctions vous prévoyez à ces femmes-là qui violent les femmes? Donc, je parle beaucoup plus des violences des femmes faites aux femmes, que vous ne semblez pas toujours compter. Merci beaucoup. Et on termine par cette orangée. Droit au but, s'il vous plaît. Madame, on va remonter, madame, s'il vous plaît. On prend la dame au fond, et puis ça va venir à vous. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Jeanne Cavou, je suis membre du Fonds pour les femmes congolaises. Je suis membre de la SOFEPADI. Et je coordonne les réseaux Cris de la femme. J'ai 2 secondes pour poser ma question. Que faire des enfants issus du viol, victimes de la stigmatisation, de la discrimination dans la société? Très bien. Merci beaucoup. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux femmes même qui tiennent des maisons qu'on appelle des maisons de tolérance. Quelle action mener contre cette catégorie de personnes qui entretiennent des maisons de tolérance où se passe tout ce que nous connaissons? Merci infiniment. Et il y a Madame Odette, et puis Madame, ça va vous arriver, vous aurez la dernière part, la meilleure, la toute dernière. Madame Arlette. Ouais. Merci. C'est Maître Arlette Odia. Je dirige aussi une ASBEL qui milite pour la bonne gouvernance. Alors, je reviens un peu sur la question de la problématique de se présenter dans les 72 heures. Il faudrait comprendre que c'est un souhait, pas forcément une obligation. C'est un souhait. Pourquoi? Parce que ça vous permet de récolter les plus grands nombres ou éléments des preuves. Et le souhait est que même dans ce délai, le médecin peut facilement faire son rapport et les officiers du ministère public ou de police judiciaire établir leurs procès-verbaux de constat. Très bien. Et par rapport, oui, je vais revenir sur ce que disait Madame Mabunda. Il est un fait, on va dire, dans notre pays, où on pense que forcément des réparations doivent être consécutives aux décisions judiciaires. Vous entendrez les gens dire qu'on veut bien, mais on doit attendre une décision de justice. Mais Madame Mabunda, elle a bien raison de dire qu'il faudrait que soit votée une ligne budgétaire qui permettrait surtout, pour des violences causées par des agents publics, de prise en charge avant même qu'interviennent les décisions judiciaires. Maintenant, ma question est celle de dire, l'attitude, il arrive des cas dans la société où une jeune fille, par exemple de 17 ans, arrive à contracter des rapports sexuels avec quelqu'un de plus âgé. Bon, par rapport à notre loi, il s'agit d'un viol. Mais entre-temps, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que ce monsieur est accusé, il est en prison, et la femme, qui pour elle ne considère pas cela comme un viol, voudrait même qu'ils construisent leur vie. Et elle commence à souffrir du fait que le père de son enfant ou son mari est en prison, alors qu'ils voudraient bien vivre ensemble. Ça a toujours été une observation par rapport aux réformes le réforme a apporté à la loi portant sur les violences sexuelles, mais qu'est-ce que vous pensez et comment on peut se comporter dans ces cas-là? Merci Madame Arlette, et on va terminer avec Madame toute ici devant. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Madame Milol Maria. Je suis la coordinatrice nationale adjointe de la synergie des femmes de confession religieuse. Je reviens avec ma petite question chez Madame Honorable Christelle. C'est vous qui initiez des lois au Parlement. Mais par rapport aux violences faites à la femme, moi, je suis toujours dans des villages avec les femmes qui vivent dans des villages. Quand chez moi, au Kasaï, par exemple, si la femme dénonce que j'ai été violée, elle perd son mariage. Quelles sont les stratégies que vous prenez? Parce que ça doit aller tout droit à la sociologie, là où il y a les chefs coutumiers,
là où il y a la coutume et autres, quels sont les mécanismes pris pour que, avant d'aller même à la justice, qu'on puisse convaincre les chefs coutumiers, convaincre les familles. Donc, là où il y a une femme qui dénonce que j'ai été violée, que ça soit sur le plan sexuel, en cours de route, on l'a touché, tout ça, elle perd son mariage. Quels sont les mécanismes pris pour que cette situation puisse aider cette femme à dénoncer sans qu'il y ait de préalable? Merci. Merci beaucoup. On termine avec Madame finalement. Merci beaucoup. C'est Myriam Dako, ABFND. Je suis coordonnatrice de violences sexuelles et basées sur le genre. J'ai une petite préoccupation par rapport au référencement des survivantes que nous faisons. Il s'est fait que nous, on fait la prise en charge médicale, mais il y a d'autres structures que nous référons le cas. Et lorsque nous référons le cas, c'est vrai que nous devrons avoir un feedback. Maintenant, par rapport à la réinsertion socio-économique, j'ai eu à avoir une petite fille de 13 ans qui était enceinte. On a eu à réinsérer, mais la réinsertion n'était pas adaptée. Pour dire, on l'a fait, donc c'était un militaire qui l'avait violée au niveau de Caen vers l'aéroport. On a installé la fille au niveau de Bandal, où on a loué une maison de, je crois, 350 ou 400 dollars. Maintenant, la réinsertion n'a pas suivi. Donc, la fille, au moment où je vous parle, ça ne passe pas une semaine que la fille vient chez moi au bureau pour me dire « je n'ai pas à manger, l'enfant manque du lait parce qu'elle a eu un enfant ». Donc, sur ce, je demanderai à Madame Christelle, parce que la loi avec Madame Janine Mabunda, on avait déjà eu à faire le lobbying et tout, mais je voudrais que ça soit un peu plus clair pour que la réinsertion soit adaptée. Quand nous faisons la réinsertion, c'est pour que la survivante puisse être plus forte, qu'elle puisse se relever et ne plus revenir. Mais si nous faisons de réinsertion pour que cette fille puisse faire encore des allers et retours, ça ne servirait à rien. C'était ça ma petite préoccupation. Merci beaucoup. Et cette question sur Internet, quelles sont les dispositions prises pour faire participer les autres pays victimes qui manquent d'informations, les victimes qui vivent dans des milieux ruraux? Et donc voilà, on va terminer avec ça. Je réponds juste que toutes les questions qui sont posées sont opposables à toutes les panélistes, donc à vous deux. On commence par Madame Christelle Wanga et on va terminer avec Madame Mabunda. Merci, Monsieur Patient. Il y a certaines questions, mais beaucoup de contributions qui va nous aider à parfaire notre travail. Je voudrais commencer par la question, bien le rebondissement de Madame par rapport aux 72 heures pour l'acte de viol. Je pense que même pour la présentation de l'enfant devant l'officier de l'état civil, qui est à 30 jours, mais compte tenu des réalités sur terrain, on a dû majorer ces jours. Je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. Si nous voulons conditionner la reconnaissance, la maudite preuve de preuve, par les preuves de la pénétration seulement, alors nous avons tout perdu. Aujourd'hui, on voit des femmes qui ont été violées sous d'autres cieux. Elle te dit, c'était en 1980, c'était en 1985. Et pour ces femmes-là, on fait quoi? Donc elles doivent se taire à jamais parce qu'elles n'ont pas été chez les médecins 72 heures après. Non. C'est la loi. Certes, on a dit que nous voulons qu'on puisse révisiter la loi et surtout qu'on ne puisse pas conditionner seulement la reconnaissance du viol par les résultats. Seulement, il y a des corps des enfants. Emmanuela qui est partie avec elle, on a suivi quelques cas. Une fille qui a été violée le samedi. Donc, passez-moi l'expression, dans ses sous-vêtements, on voit des taches de sang. Le mardi, on arrive devant le médecin légiste, il fait les examens, il dit il n'a rien vu. Le corps revient, c'est une petite fille. Parfois, c'est difficile. Quand elle est vierge, quand elle est toute fraîche, c'est difficile de trouver des preuves. Et c'est grâce justement à ces pesanteurs-là que parfois on se perd. On ne sait pas. Voilà, il y a la suite des non-lieux qui suivent. Pourquoi? Parce que même nous-mêmes, au niveau de la loi, on tâtonne. Qu'est-ce que nous voulons?
Nous voulons que les témoignages de la victime soient pris en compte. Oui, j'ai été violée, oui, j'ai été violée. Très bien. Mais après, la question de l'éthique, de la moralité, comme l'a dit mon frère sur les faux témoignages, ce n'est pas toutes les femmes qui font des faux témoignages. Certes, il y a des parents qui accusent les uns et les autres d'avoir fait avorter leur fils, leur fille et tout, mais il faut se le dire, c'est une question d'éthique, d'abord morale, au niveau de la famille. Très bien. Sur la question des cultures, des coutumes, les femmes qui sont maltraitées en famille par leurs époux, chefs coutumiers et tout, moi je me dis toujours, l'être humain, qu'il soit femme ou homme, a la possibilité de faire une différence entre le bien et le mal. Qui n'ait pas eu une éducation intégrale, une instruction, mais la différence entre le bien et le mal est fondamentale. C'est pour ça que je me dis toujours que la lutte pour les droits des femmes, la promotion des droits des femmes a comme pilier l'autonomisation et l'indépendance financière des femmes. Pourquoi je le dis? Je reçois un cas d'une femme battue par son mari chaque jour. Elle dit qu'elle veut aller en justice, mais elle habite dans une même maison. Elle dit qu'elle ne sait pas où aller, elle n'a pas une grande famille, son grand frère ne peut pas l'accueillir chez lui, mais vous imaginez, le matin, on est devant le juge avec l'homme, et le soir, elle rentre avec le même homme dans la maison. Mais il va la tuer, c'est clair. Alors, l'indépendance financière est un atout important. Une femme qui revendique doit quand même avoir le minimum, de s'acheter un pain, de s'acheter un biscuit. Maintenant, culturellement, au Kasaï, moi je n'ai jamais personnellement été au Kasaï, je suis quinoise et nous avons entendu des choses qui se passent là-bas. Mais comme je l'ai dit, madame, on ne peut pas libérer quelqu'un qui ne veut pas être libéré. Beaucoup de femmes souffrent de cet aspect des dénonciations. J'ai été en contact avec les léopards d'âme dernièrement. Elles disent que ça fait 15 matchs qu'elles n'ont pas été payées, elles vivent dans des conditions misérables, etc. J'ai dit, ok, je veux bien écrire une question orale à l'endroit du ministre, mais je dois avoir des preuves. Venez à l'Assemblée nationale, dites-moi de quoi il s'agit. Non, honorable, on veut le transport. J'ai dit, ok, j'envoie les transports. Il faut qu'on loue un bus. Ok, c'est bon. Le matin, elles disent non, elles ne peuvent pas venir parce qu'elles ont peur. Non, on a peur parce que si on dénonce, le ministre ne va pas vous payer. Mais vous n'êtes pas déjà payé. La moindre des choses que vous pouvez faire, c'est dénoncer. Je leur ai dit, moi, j'ai suivi Chancel Mbala et est en train de dénoncer les conditions. Donc, un joueur masculin a le droit de dénoncer, mais toi, tu es léopard parce que tu es une femme, tu ne veux pas dénoncer, tu as peur. Je dis, je ne peux rien faire pour vous si vous avez peur. Alors, c'est vraiment un goulot d'étranglement où les femmes n'aiment pas prendre les devants, elles n'aiment pas se défendre ou revendiquer leurs droits. Merci. Sur les questions des violences conjugales, sur les 100 cas que j'ai accompagnés, je ne sais même pas s'il y a un cas où nous sommes arrivés jusqu'au bout. Dès que vous avancez, elle éteint les téléphones, elle ne répond plus, elle dit non, il y a eu des conciliabules au niveau de la famille, ma belle famille est venue me voir, les amis de mon mari sont venus me voir, donc j'ai décidé d'abandonner jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ça aussi, c'est un cas. L'effet pour nous de nous battre pour les cadres légaux, oui, que les organisations soient subventionnées, je dis oui, mais aussi pour que la femme elle-même soit plus engagée. Il faut qu'elle se réveille. Sous d'autres cieux, on a vu que les femmes aujourd'hui revendiquent leurs droits. Mais nous ici, c'est d'abord la peur. On a encore cette phobie-là de se lever et de dire voilà le chemin à suivre. Merci. Juste allez-y. Sur les enfants issus du viol. À moins que ça soit dans un cadre de conflit, je pense qu'il n'y a pas de différence entre l'enfant issu du viol et un enfant normal. Lorsque nous sommes dans une société, on ne sait pas distinguer qui est issu du viol ou pas. Et donc, c'est une question d'éducation. La personne sur qui on doit plus travailler, c'est cette femme-là. Si elle veut garder son enfant, elle veut faire grandir son enfant, je pense que les organisations doivent travailler sur elle
pour qu'elle soit une vraie mère qui ne rejette pas son enfant à cause des traumatismes, mais qui accompagne cet enfant-là pour que demain, qu'il devienne une personne dans la société. Sur la question des maisons de tolérance et des proxénétismes, ce matin en venant, on m'a transféré des vidéos d'une boîte de nuit à Bandal où les jeunes filles dansent nues, donc elles font des acrobaties toutes nues. Et j'ai pris les mêmes vidéos, je les ai renvoyées au commissaire de la ville, parce que j'ai douté si c'était en Côte d'Ivoire ou bien à Kinshasa, mais on m'a précisé, on m'a dit que c'est à Kinshasa. J'ai regardé la vidéo, je me suis dit, quelle que soit la peine ou les problèmes, je ne vois pas les raisons qui peuvent pousser une jeune femme, une mère de famille à cet âge à venir s'exhiber devant ces hommes à cause de 1000 francs, à cause de 2000 francs. Et en moi, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit le problème est plus profond qu'on ne le pense. Le problème, ce n'est pas seulement la question des lois, mais c'est aussi l'esprit, comme Madame Maputa l'a dit. C'est l'esprit, la femme elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut? Aujourd'hui, on peut fermer cette boîte de nuit. Et on ouvre une autre à Kimbouta, et on reçoit encore d'autres filles qui vont là-bas. Donc nous, on va commencer à chasser les boîtes de nuit, alors qu'elles-mêmes, elles sont d'abord partantes. Elles ne sont pas gênées. Et la question de ces corollaires, réfléchissons autour de ces corollaires et surtout de l'autonomisation de la femme. Merci beaucoup. On retient que c'est une question plutôt globale qui nécessite une réponse globale. Merci infiniment, honorable Christelle Vwanga. On va terminer avec Madame Janine Mabunda Lioko. Vous avez la parole. Merci. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, mais je remercie plus en fait les intervenants parce que chacun de vous nous a donné un peu une petite fenêtre de sa réalité, de comment il contribue à ce combat. Et sans vous, je ne pense pas qu'il y aurait une prise de conscience au niveau politique ou au niveau légal. Et donc, c'était intéressant d'avoir vos interventions. Alors, quelqu'un a dit, un jeune homme qui était devant ici a dit, oui, mais on dit que la prise en charge n'est pas bonne. Comment est-ce que vous accompagnez concrètement? Je vais donner juste des exemples. Concrètement, voilà, vous êtes là. Comment ça se passe? Une personne vient chez vous ou dans une ONG partenaire, parce que l'État n'intervient peut-être pas directement, mais il a des ONG partenaires, en l'occurrence peut-être Mme Moussenge ou les quelques autres que vous avez vus là. Et une personne qui est violée, il faut se rendre compte qu'elle n'est pas dans un état psychologique fort. Elle n'est pas comme vous et moi où elle peut dire « je prends telle initiative, je fais ci, je fais ça ». Généralement, ce sont des personnes jeunes aussi, qui ont rarement, en moyenne, elles ont moins de 18 ans. Donc ça vous donne une idée, c'est encore un peu entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc il faut avoir le courage d'aller dans un hôpital. Que dans cet hôpital, vous tombiez sur un médecin. Que le médecin ne soit pas nécessairement un homme, parce que vous avez peur désormais des hommes. Que dans cet hôpital-là aussi, la section où on peut recevoir les femmes violées soit une section discrète. Souvent, ce qui se passe, même quand on va chez le médecin ici, c'est un peu ouvert à tout le monde. Vu ce que vous avez vécu, vous devez être dans un espace dédié. Combien de fois on n'a pas dû, ou en Ituri, encore avec Mme Moussenge, ou ici à la Sino-Congolaise, ou à Kitambo Magasin, et je félicite tous ces hôpitaux, combien de fois on n'a pas dû demander à des partenaires, des Japonais ou le gouvernement nous-mêmes, mettre de l'argent pour qu'on puisse avoir un espace pour que les femmes d'abord accouchent dans de bonnes conditions, mais aussi que celles qui ont été violées aient un petit espace dédié. À Kitambo, aujourd'hui, ça existe, mais ce n'est pas partout. Voilà un accompagnement. Une deuxième question d'accompagnement, c'est la justice. Elle l'a dit, vous allez en justice, vous pouvez tomber sur des magistrats qui, bon, c'est le Congolais de tous les jours et on a beaucoup de soucis soi-même, on n'est pas très pressé. Ou vous êtes par exemple à l'intérieur du pays, comme en Ituri, où les magistrats vous disent « Madame, on a des dossiers, mais il faut aller récupérer tel dossier A ou tel dossier à Mahagi. » L'instruction et donc l'enquête a prouvé qu'il y a eu des viols. Mais on n'a pas un véhicule ou une moto pour aller chercher les dossiers de la victime et les plaider au siège où ça devrait se faire à Bunia. Donc vous organisez des convois, vous donnez de l'argent pour qu'ils puissent rassembler même les dossiers. Et ça fait une différence pour la victime, sinon elle devrait aller de Bunia jusqu'à Mahagi dans des conditions très dangereuses. C'est ça un accompagnement.
Alors, vous avez aussi, par exemple, un cas que j'ai suivi à l'époque, c'était à la haute cour d'ordre militaire. Des deux petites filles avaient été violées dans les années 2000, début des années 2000, par un monsieur qui était devenu entre-temps général. Et les mamans n'avaient pas accepté, malgré qu'il était devenu général à Kinshasa lors de la réunification, n'avaient pas accepté que leur fille reste violée sans sanction du général. Je peux vous dire que pour entrer dans la pièce à la haute cour d'ordre militaire, les mamans n'osaient pas aller. Les petites filles avaient à l'époque 13 ans, elles ont eu 17 et 18 ans. Une avait fui de l'Ituri à Bukavu, l'autre vivait à Kinshasa. Mais pour que l'autre vienne témoigner, parce que vous avez besoin des témoignages, on était obligé de mettre des cagoules aux mamans et à la petite fille qui était devenue une adolescente. Et voilà, ça c'est des types d'accompagnement qui ont été faits. Là, c'est quand même la justice militaire qui a accepté de faire ça. Et le général était là, il vous regarde, et tous ils disent, il était convaincu qu'il n'irait pas en prison. Et vous devez avoir beaucoup de volonté, et vous et tout le système étatique, pour que ça bouge. Parce que c'est l'armée, c'était un général qui a violé, mais c'était pendant la guerre, mais c'était à l'Est, mais c'était ceci. Mais finalement, ça a pris 2 ans, mais il a été condamné. Il a été condamné. Et c'est le premier cas où un général a été condamné, ici, plus de 7 ans après la commission des crimes. Comme elle a dit, on n'a peut-être pas les preuves médicales, mais on a les témoignages. Voilà le genre d'accompagnement qui peut être fait. Pour les enfants issus du viol, je pense qu'on doit savoir qu'ils sont innocents. C'est une situation malheureuse, ils sont innocents, mais tout enfant a droit à une reconnaissance civile. Et dans certains cas, puisqu'on a parlé beaucoup du Kasaï, j'aimerais quand même donner un exemple concret. Il y a un édit à Canada qui a été adopté par l'Assemblée provinciale le 19 novembre 2021 et qui porte protection des enfants victimes de violences sexuelles. Et voilà une façon de répondre. On a parlé aussi des chefs coutumiers, de leur rôle positif ou négatif. Si vous me permettez que je poursuive. Allez-y. C'est vrai que la coutume pèse sur nous, mais plusieurs fois, que ce soit il y a quelques années ou même récemment, je crois qu'on a suivi la sensibilisation qui est faite sur les chefs coutumiers et les chefs religieux, pour que justement ils ne puissent pas permettre que dans leur communauté, on puisse violer des femmes. C'est tellement vrai qu'à l'époque à Bukavu, lorsqu'il y a eu des viols de très jeunes enfants, nous avons un chef coutumier d'une localité de Bukavu qui avait réuni ces villageois et qui avait dit qu'il considéra comme susceptible de peine coutumière tout parent qui n'enverra pas sa petite fille à l'école et tout parent ou toute personne adulte de la communauté qui violera dans leur espace et leur village. Et ça, c'est un bel exemple. C'est un chef coutumier à Bukavu. Il ne connaît pas la loi de 2006, mais il l'a fait parce qu'il trouvait que c'était anormal. Je reprends un autre exemple. Le 24 juin 2017, c'était au Kasaï, à l'époque du Kasaï occidental, il y a eu un édit provincial qui a été porté par le président de cette assemblée provinciale. C'est quand même au Kasaï où on nous a fait état de certaines coutumes. Mais lorsqu'il y a aussi des bonnes initiatives, il faut en faire part. Et ce président de l'assemblée provinciale, il avait accepté à l'initiative des femmes de Canada. Donc les femmes doivent se lever aussi. Ces femmes avaient proposé un projet qui a été adopté et qui portait interdiction des coutumes rétrogrades et avilissantes à l'égard de la femme dans la province du Kasaï central. Et à l'époque, il y avait Madame Chiyoyo, par exemple, qui était dans ce groupe de femmes. C'est pour dire que quand les femmes se lèvent avec les hommes, parce que c'est quand même un président de l'Assemblée provinciale qui a accepté de faire voter cet édit par cette Assemblée provinciale. Alors c'est à Canada, c'est pas à Paris, ce n'est pas à Kinshasa, et ça a été fait. Donc ça nous donne quand même l'espoir que certaines choses, lorsqu'on est ensemble, sont possibles. Je crois aussi qu'une dame a dit, oui, mais vous savez, si nous dénonçons, madame ici, représentante des communautés religieuses, quand nous dénonçons, nous perdons notre mariage. Et c'est réel. C'est pour ça que dans certaines réponses, on a mis sur pied des lignes de secours, des lignes d'appel, où vous pouvez appeler anonymement, peut-être à l'insu du groupe familial, mais vous aurez une écoute au téléphone, on pourra vous orienter, et nous avons quand même 30 millions de personnes qui sont abonnées à des téléphones,
Nous avons mis à l'époque une ligne de secours pour ce genre de questions et notre successeur aujourd'hui à la présidence se bat pour que cette ligne de secours continue à fonctionner. C'est pour ça que la question des budgets et des financements est importante. Et moi, je voudrais conclure en disant, nous pouvons mettre des lois, mais les lois sont faites par des hommes et femmes. Et donc, plus que tout, c'est la prise de conscience et la sensibilisation de notre communauté. Parce qu'il n'y a personne, moi je ne connais pas un père qui a une fille, quand elle naît, il dit à l'hôpital, sauf ma grand-mère, elle avait fait ça, hein, mais non. Il dit à l'hôpital, ah non, 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 c'est une fille, ça ne m'arrange pas, et toi et ta fille, partez. Non, aujourd'hui, il n'y a aucun papa qui dit que parce qu'il a une fille qui est née, un bébé-fille, qui ne va pas l'envoyer à l'école et qu'on peut l'acheter à la poubelle. Ça ne se fait plus. Et donc, comme ces parents-là existent et qu'ils acceptent d'avoir des filles dans leur famille, je crois que c'est à nous tous à nous battre. Et moi, je voudrais qu'on fasse aussi, dans le cadre de ce plaidoyer, on a beaucoup parlé de questions financières, la réinsertion, la réparation financière pour aider les victimes, les moyens qu'il faut pour aller en justice. On nous demande beaucoup de choses dans d'autres domaines au niveau international. On pourrait peut-être suggérer que, comme on l'a vu dans certains domaines, qu'il y ait peut-être un incitant international pour que les pays se comportent bien sur ces questions. On a vu que quand les Nations Unies ont dit on bannit les violences sexuelles et tout le monde doit se dresser pour ça, la preuve aujourd'hui, il y a cette campagne de sensibilisation, parce que la communauté internationale l'a imposé à tous les États membres, ça a bougé. La deuxième phase, c'est peut-être de poser la question en disant, puisqu'il y a des aspects quand même économiques, peut-être qu'il faudrait veiller à ce qu'il y ait un incitatif pour les pays qui se comportent bien sur les questions de violence basées sur le genre. On fait des index ici, si vous avez un gros déficit, si vous êtes fort endetté, si ceci, si cela. Tous ces paramètres économiques sont bien. Mais pourquoi ne pas avoir un index social qui dit la Banque mondiale, le FMI, peut-être qu'il devrait aider plus les pays qui sont sensibles ou qui aident ou qui sont plus attentifs et qui font des progrès par rapport aux questions de violence basées sur le genre. Parce que dès que les pays savent qu'il y a une réponse financière ou une sanction financière, je pense qu'ils vont aller beaucoup plus vite. Voilà, c'est ma contribution et je voudrais encore vous remercier pour vos suggestions. Merci infiniment. On va une fois de plus présenter les excuses par rapport au retard avec lesquels on a commencé le programme. La pluie du matin n'a pas permis à tout le monde d'être là pour commencer le programme. Merci infiniment à vous tous qui êtes venus. Merci aux survivantes qui ont accepté notre invitation, aux activistes, aux journalistes, même aux acteurs politiques qui sont dans la salle. Merci à Emmanuel Azandi, de ma voisine qui était avec nous. On va dire également un grand merci à l'honorable Christelle Vwanga qui était là aujourd'hui dans ce programme, le News Forum. Et pour terminer, on va dire également merci à Madame Janine Mabunda, ancienne présidente de l'Assemblée nationale et qui continue son activisme dans les secteurs de la défense justement de victimes de violences basées sur le genre. On va dire un grand merci également à Internews qui est notre partenaire dans ce programme et merci aussi à Prisca qui a été avec moi dans la co-présentation de cet événement. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain News Forum organisé par Actualité.cd dans quelques semaines, donc dans un mois pratiquement, avec une autre thématique dans le même cadre. Merci également à tous les internautes qui nous ont suivis en direct. On a eu beaucoup de questions. On n'a pas pu répondre à ces questions. On va peut-être le partager avec le panéliste qui était avec nous. On dit un grand merci et à très bientôt.